Salut à tous, bienvenue dans RMC Mercato, c'est votre nouvelle émission RMC Sport, les meilleures infos Mercato, décortiquer les dessous de la direction sportive d'un club, les coulisses des transferts, comment on gère un club, comment on construit un effectif, comment on réussit son recrutement, c'est notre promesse. Et ce sera tous les jeudis à 13h en direct sur la chaîne Twitch de RMC Sport avec vos questions sur le chat et puis ensuite on se retrouvera en replay si vous n'avez pas été avec nous en direct sur la chaîne YouTube d'RMC Sport. Ils sont là, ils seront là dans chaque émission, dans chaque RMC Mercato. C'est Rémi Dumont et Loïc Moreau. Salut les garçons. Bonjour. Salut Jérôme. Je crois qu'il y en a un qui veut nous faire passer un message subliminal avec sa belle petite chemise, Rémi. Tu supportes quelle équipe? Chambly. Ah d'accord, ok. Très bien. Le fan de l'Inter que tu es, ça va Loïc? Ça va et toi? T'as la forme? Ah ouais, je suis super content d'être là. Bon, toi t'as pas les couleurs forcément de ton club préféré? Pas du tout, mais c'est un choix par linge propre en fait. C'est tout simplement ça. Très bien. On a le droit de le dire ton club préféré ou pas? Vas-y, moi j'assume. Vas-y, c'est toi. Hein. Eh ben, c'est l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on dit les choses ici. On dit les coulisses. Vous avez le droit de réagir évidemment sur le chat hein, pour commenter les clubs préférés de Loïc et de Rémi. Moi, vous le savez tous, c'est les Chamois niortais évidemment. Ouais, mon pauvre Jérôme, t'en as du courage. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est la fidélité aux couleurs. C'est bon. Alors, notre invité pour cette première d'RMC Mercato, les garçons, c'est Mathieu Bodmer, le directeur sportif du Havre. Avec lui, on va répondre à ces questions. C'est quoi être un directeur sportif? Comment on construit un effectif? Quels joueurs on recrute? Quel entraîneur on choisit? Et quelle philosophie de jeu on met en place? Mais avant de l'accueillir, on va d'abord, évidemment, ça s'appelle RMC Mercato, on va regarder les dernières infos Mercato du moment. On va aller pour ça sur le site RMC Sport. Hop, on va déverrouiller notre petite tablette. Et qu'est-ce qu'on a dans l'actu Mercato du jour? On a le Real Madrid. Le président Florentino Pérez va rencontrer Carlo Ancelotti. Ça va pas fort les garçons pour le Real en ce moment. Vous voyez Ancelotti sur la sellette ou pas? Oh non, j'espère pas quand même, avec tous les travaux entrepris depuis le temps. Et puis bon, après que le Real traverse une mauvaise passe, ça peut arriver. On voit que c'est le cas pour Manchester City non plus. De là à remettre en cause l'entraîneur et puis tout ce qu'il est capable d'apporter, on connaît le bonhomme quand même, c'est un peu pressé je trouve. On en reparlera évidemment du Mercato au Real. Tiens, l'info du matin, c'est Frank Lampard qui retrouve un banc en Angleterre. Vous le savez, il était passé par Chelsea, il avait commencé sa carrière à Derby County. Il arrive sur le banc des Sky Blues de Coventry en Championship. Bon, ça vous inspire quoi? Il revient à ses bases en fait, puisqu'il avait commencé en deuxième division déjà anglaise, donc c'est bien. Puis ça faisait un petit bout de temps surtout qu'il n'était plus sur un banc, donc tant mieux pour lui. Hein. Ouais, j'ai un sentiment mitigé moi pour Frank Lampard. J'ai du mal vraiment à évaluer la qualité d'entraîneur qu'il a, parce que c'est vrai qu'il avait fait des très bonnes choses à Derby. Après il avait tenté de les répéter à Chelsea en lançant notamment des gars comme Tomori, tout ça. Et puis après voilà, ça s'est un petit peu essoufflé. Il n'a pas été suivi par sa direction non plus. Donc je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis sur cette nomination, mais tant mieux pour lui. Hein. Voilà, donc Frank Lampard à Coventry et puis Luis Suarez qui a prolongé le plaisir avec Lionel Messi. Il a prolongé d'une saison son contrat avec l'Inter Miami. Alors ça, Jérôme, j'ai quand même une petite question parce qu'il vient de prolonger, mais quand il part de Grêmio, vous vous souvenez, il est au Brésil, il dit qu'il peut plus marcher quand même. Il a vraiment mal, qu'il peut plus jouer à cause de son genou. Et là, il prolonge d'une saison. Donc qu'est-ce qui a changé depuis? Un miracle. Je pose la question. Ouais, il a peut-être accès à des soins particuliers, tu sais. Hein. Ouais, spécial à l'USA. Miami, on fait des miracles là-bas. Ouais. Et Mascherano est sur le banc de touche d'ailleurs. Hein, vous le savez, Javier Mascherano, l'ancien coéquipier également donc de Léo Messi au Barça et en sélection argentine. Et puis Kolo Muani dans le viseur de Leipzig. Ça, c'est la presse allemande qui nous le donnait hier au lendemain de la défaite du PSG au Bayern. Bon, on le sait, Kolo Muani ne s'épanouit pas au PSG. Il n'entre pas dans les plans de Luis Enrique. On se dit en même temps qu'au PSG, il y a beaucoup de boulot et il y aura des choses qui vont se passer sans doute cet hiver. Arthur Perrault et Fabrice Hawkins nous l'ont confirmé. Il y aura des évolutions au mercato hivernal. Vous pensez que ça doit être dans quel sens ? Dans celui où il aura le plus de temps de jeu. Alors, soit c'est à Paris, s'il arrive à convaincre Luis Enrique, soit ce sera ailleurs, et peut-être pourquoi pas en Allemagne, là où il a explosé vraiment, puisque c'était à Francfort où il avait vraiment montré toutes ses qualités. Donc, à voir si c'est tout simplement pas un problème de système ou de championnat pour Randal Kolo Muani. Ouais, j'ai du mal à croire qu'il soit devenu si nul qu'on veut bien le faire passer à Paris. Donc je pense qu'effectivement, peut-être il lui faut de la confiance. Mais après, à Leipzig, il y a du monde devant. Hein. C'est vrai que la concurrence, elle Louis est... Saponda. Ouais, voilà. Donc pas sûr qu'il ait une place de titulaire assurée non plus. Et pas sûr surtout que Leipzig soit prêt à... Après, tout dépend combien il serait prêt à débourser. Mais mercato d'hiver, on sait bien qu'en général, les dépenses sont assez limitées, quoi. Toutes les infos sur rmcsport.fr. Il est là, notre invité Mathieu Bodmer, l'ancien joueur. Alors attends, faut que je fasse la liste. Caen, Lille, Lyon, Paris, Saint-Etienne, Nice et Amiens. J'ai rien oublié, Mathieu ? Si, Guingamp.
Ah, Guingamp, mais Ouais, oui. voilà. Comment j'ai oublié Guingamp? Je suis désolé, Loïc, parce qu'il Je y suis a à côté de l'Inter. toi, t'oublies Guingamp. Il y a le cœur il y a l'Inter dans le cœur de Loïc, Mon mais il y a Dieu, aussi mon l'en avant. Ça va, Mathieu? Ça va et vous? Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous pour cette première d'RMC Mercato. Avec plaisir. Tu peux nous dire où tu es là? Tu es au stade, à centre d'entraînement? Et on est au stade dans les bureaux. Je suis avec votre ancien collègue Julien Moumou. Tu peux nous Ça, montrer? il est concentré. Attends, je sais pas. Oh, il arrive. Il s'est fait beau gosse aujourd'hui en plus. Toujours Salut, beau Julien. gosse. Salut Jus. Il était avec nous évidemment. Toi aussi tu connais la maison RMC, hein, Mathieu évidemment, ancien Un petit consultant peu, ouais. RMC avec notamment Jérôme Roten dans Roten sans flamme. Avec toi on va prendre le temps de se demander c'est quoi être directeur sportif d'un club de Ligue 1, comment tu construis ton effectif, quels joueurs tu recrutes, quel entraîneur tu choisis, quelle est l'importance également du centre de formation et puis quelle philosophie de jeu tu arrives à mettre en place. Avant d'entrer dans le détail de ce que tu fais au Havre, déjà pour le profane, celui qui s'y connaît pas vraiment, c'est quoi être un directeur sportif d'un club de Ligue 1 donc, d'un point de vue théorique? C'est quoi ton rôle? C'est quoi le rôle? C'est être en charge de la politique sportive au minimum de l'équipe première masculine, c'est-à-dire choisir le coach et les joueurs, gérer un peu les finances, donc les transferts, entrées et sorties. Ça, c'est un peu le minimum du travail, j'ai envie de dire en général. Alors nous ici c'est un petit peu plus vague parce qu'on gère aussi la partie et la section féminine avec Laure Lepailleur qui était aussi chez vous il y a quelques années et le recrutement des jeunes garçons et du centre de formation garçons et filles aussi. Ok, donc tu as un large éventail de compétences et tu arrives à tout faire rentrer dans une seule journée? Oui, alors après j'ai Julien qui m'accompagne et puis Momo Elkaras qui est mon directeur sportif adjoint qui n'est pas là actuellement, qui est sur un tournoi en Afrique notamment, tu vois, qui sort un petit peu plus que moi sur le continent africain. Mais on est 3 ici, plus le directeur du centre, plus Laure, la manageuse des féminines qui fait beaucoup de travail. Et puis après, il y a le président Jean-Michel Roussier que certains ont connu dans une autre vie aussi. Mais non, ça va. Il y a pire. Bon, sur le chat, on a J'ai pas de Luc qui nous dit viens à Bordeaux nous aider, on n'en peut plus. C'est compliqué, Bordeaux. Le bourbier. C'est compliqué. Qui va être sollicité Ouais, durant ces quelques minutes, évidemment, sur le chat. Vous posez toutes vos questions à Mathieu. Alors du coup, il y a la théorie du directeur sportif et puis il y a la pratique au Havre. Ça change quoi d'être directeur sportif d'un club comme le Havre, qui est en Ligue 1 aujourd'hui, mais qui est en bas de tableau et avec un budget qui n'est pas parmi les plus élevés, les plus grands de Ligue 1? Non, on a le dernier. On a le dernier budget. On serait même potentiellement 5e ou 6e club de Ligue 2 avec notre budget, factuellement, pour diverses raisons. Hein. On va pas revenir sur l'histoire CVC, le problème des droits TV que tout le monde a connu cette année, etc. Et par contre, c'est un club fantastique, club doyen, qui a plus de 150 ans aujourd'hui, qui possède un grand centre de formation depuis une quarantaine d'années, où beaucoup d'internationaux sont passés par ce centre-là. On ne va pas revenir sur les noms, mais il y en a beaucoup. Qui a un stade qui est très fonctionnel depuis plus d'une dizaine d'années. Donc il y avait un petit peu de travail. Le stade Océane qui est franchement très bien. Il est tellement fonctionnel d'ailleurs que je crois que tu y passes une partie de tes nuits. Ouais, normalement quasiment toute la nuit, mais c'est vrai que je suis plutôt un couche-tard ou un rentre-tard. Donc je suis avec Nico toujours, Doucesse, en train des gardiens. Donc vous dormez toujours ensemble dans la même chambre au stade Océane, c'est ça l'idée? Ouais. Alors qui empêche l'autre de dormir? Je suis un peu plus couche-tard que lui, mais pas tous les jours. Mais on va pas rentrer dans les détails. Il m'a dit, parce que je l'ai eu au téléphone l'autre jour, il m'a dit que même si vous vous couchez super tard à 2h du matin, c'est pas grave, vous pouvez encore parler foot des heures et des heures et que les nuits sont très courtes quand même. C'est le problème, ouais, parce que je se lève à 8h, 8h15, ils doivent être au centre d'entraînement pour les entraînements. Donc ils se lèvent assez tôt, et c'est vrai que des fois les nuits c'est qu'à 5h, pas plus, parce qu'on a une tendance à rentrer un petit peu tard tous et passer beaucoup de temps ensemble, même après les journées de travail, pour regarder les matchs le soir ensemble. Et après on discute, et des fois on débriefe la soirée dans la chambre. Donc il nous est arrivé plein de fois de dormir à 4h, 4h30, quand le réveil est à 8h, des fois ça pique un peu. Ouais. Et c'est pas grave. Mathieu, moi j'ai une petite question, savoir, comme tu as été joueur avant, tu as eu beaucoup de directeurs sportifs, qu'est-ce qui t'a le plus marqué toi dans ta nouvelle fonction? Des choses auxquelles tu t'attendais peut-être pas forcément? Il y a beaucoup de choses que je ne m'attendais pas. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai déjà été président de club, mais amateur pendant 4 ans, donc j'avais un peu l'expérience de toute la partie administrative, les conseils d'administration, les décisions, etc.
Mais dans un club pro, il y a la problématique financière qui est très très importante. Alors peut-être un peu plus pour nous que pour d'autres. Et c'est quelque chose qu'on ne maîtrisait pas ou on n'était pas au courant avant d'arriver. Donc il a fallu s'adapter. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'idées, on a un style de jeu qu'on veut mettre en place, des joueurs. Mais en fait, on ne peut pas le faire parce que financièrement, on n'a pas les moyens. Donc ça nous trouver d'autres solutions, de se débrouiller de différentes manières. Essayer d'avoir les résultats quand même parce que c'est important. Et puis après, tu te rends compte que dans un club, en fait, au quotidien, c'est... Allez, je vais essayer d'être soft, c'est 95% de soucis pour 5% de bonheur. Donc tous les jours, tu gères des petits soucis, parfois des gros soucis. Mais toi, tu dois avoir une ligne directrice, pas bouger, supporter tous les problèmes de tout le monde, parce que tout le monde vient se confier à toi. Et à la fin, c'est toi qui dois décider. Donc des fois, des décisions qui ne peux pas prendre, parce qu'il y a des jeunes garçons que tu ne dois pas garder. L'organisation, des fois, dans le staff technique ou dans le club, peu importe. Quand tu ne gardes pas des gens, c'est de l'humain, et c'est toujours compliqué l'humain. Ça t'est arrivé récemment, justement, d'annoncer une mauvaise nouvelle comme ça à un joueur que tu ne gardais pas? T'as un exemple? Ça nous arrive quasiment chaque période de mercato, chez les adultes, donc garçons notamment. Après, chez les filles, c'est plutôt Laure qui s'en occupe. Et puis après, dans l'année, chez les garçons, des fois, on a des mauvaises nouvelles. Mais je pense qu'on est un des seuls clubs quand même où on laisse plusieurs chances aux jeunes. Ils font des fois pas mal de bêtises, mais on est là aussi pour l'éducation. Parfois pour remplacer aussi la cellule familiale un petit peu, parce que c'est pas toujours simple pour eux sur l'adolescence. Donc on est un peu plus tolérant, on a un discours pour les aider. Mais des fois, quand tu arrives au bout du chemin, c'est compliqué, il faut prendre des décisions. C'est Laure Pailleur, évidemment, qui était chez nous, ancienne consultant. joueuse de l'équipe de France également, bien sûr. T'échanges combien de textos, de coups de fil par jour avec les différents acteurs? Savoir combien tu as de contacts, par exemple, dans ton téléphone. Voilà, comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que, évidemment, j'imagine que... C'est Julien Momon qui t'a dit ça, là. Non, pas du tout. On en a parlé tout à l'heure, tu vois, donc je connais le chiffre précis sur les textos. Ah, vas-y, dis-nous. Sur les personnes que j'ai dans mon répertoire texto. 2945. Waouh. J'espère que tu as un bon forfait. Et la personne la plus importante parmi ces 2945, c'est qui? Ma femme. Et alors la plus connue? Ma femme, non, je rigole. Non, dans le monde du foot, dans le monde du foot. Ouais, dans le monde du foot, je dirais Thierry Henry, je pense. Pas mal. Je pense Thierry. Ouais, Thierry. Et on échange régulièrement pour plein de choses. Le nombre de coups de fil que tu passes par jour en moyenne, c'est à peu près combien, tu penses? Alors moi, je suis pas très téléphone. Coup de fil et discussion. C'est plutôt mon adjoint Momo qui aime bien passer beaucoup de temps au téléphone. Moi, je suis beaucoup sur WhatsApp. Les conversations WhatsApp, c'est au minimum une 50aine par jour. C'est pas mal, hein. Alors on va entrer dans le détail, Mathieu, avec toi de comment tu construis ton effectif, comment tu recrutes les joueurs. On va parler également du début de saison, mais d'abord, on va envoyer Loïc sur ce magnifique tableau, parce qu'on va avec toi, Mathieu, comprendre comment tu fonctionnes en tant que directeur sportif et à qui tu dois référer. Il est là, Mathieu Bodmer. Mathieu est là, la personne la plus importante au Havre après Édouard Philippe. Est-ce que l'organigramme est bon jusqu'ici? Non, je crois que lui, c'est le chef de tout le monde. C'est le chef de tout le monde? Ok, bon, on va le mettre de côté alors. Le maire du Havre, on le rappelle. Dans le coin, je crois que c'est le chef de tout le monde. Ouais. Alors, plus sérieusement, Mathieu, tu nous dis si on se trompe, mais au-dessus. Donc, tu es au centre du jeu, on peut considérer que tu es le numéro 1 au niveau sportif au HAC. Au-dessus de toi, tu as ton propriétaire, Vincent Volpe. Hop. Ouais, qui est tout en haut. Ouais. Voilà, Vincent, c'est le propriétaire quasi unique. Ok. Il y a quelques actionnaires avec lui, mais c'est son argent. Tu lui parles souvent? Quelle relation tu as avec lui? Très bonne relation. C'est un propriétaire qui n'est pas omniprésent, qui nous fait énormément confiance, qui demande des comptes de temps en temps, mais ce qui est logique. Mais lui, il est surtout en relation quasi quotidienne avec le président. Donc le président, le voici, Jean-Michel Roussier, hop, que certains, Exactement. comme tu disais, ont connu dans une autre vie. Hop, Dans les médias, oui. dans les médias, voilà. Alors comment s'est passée ta rencontre avec Jean-Michel Roussier, justement? Moi, je l'ai rencontré à l'époque de la chaîne Téléfoot, donc Mediapro, 2020, quand j'ai arrêté. Il m'a proposé du travail avec Marc Benoît à l'époque, qui devait être chef d'édition, je crois, ou quelque chose comme ça, ou rédacteur de... C'était quoi? On demande à Julien. Rédacteur en chef, ouais. Co-rédacteur en chef, avec Johnny Séverin. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Michel Roussier pour la première fois. Et puis la chaîne, malheureusement, s'est arrêtée 7-8 mois plus tard.
à peine, et m'a proposé de l'accompagner dans possible reprise d'un club en France. Ok, donc c'est ton président, tu lui reportes à lui, hop. Et ensuite, en dessous de toi, Mathieu, donc il y a quelqu'un qui est très important pour toi, c'est Mohamed El Karaz. Est-ce que tu le considères comme ton numéro 2 Non, sincèrement, c'est même pas en dessous de moi. Pour moi, c'est au même niveau, que ce soit Momo et après, on va voir Julien. Hop. Ouais, pour moi, c'est au même niveau. Alors, même si à la fin, c'est, entre guillemets, c'est ma parole qui va compter plus que la sienne parfois. Mais on échange tous les trois. On est dans le même bureau. C'est un choix qu'on a fait quand on arrive ici. Aujourd'hui, on a un grand bureau. Avant, on avait un tout petit bureau. Donc, c'était un peu serré. Mais voilà, c'est une équipe de 3, plus Jean-Michel. Donc, je dois rajouter cette personne à côté de toi, on est d'accord? Ouais. Ok. Il a pas vieilli. Non, c'est le même. Il se regarde quand même. J'ai pris que des photos qui vous rendent hommage, évidemment. Hop, donc voilà. Julien a dit que ça pourrait être interactif. Il peut vous le créer si vous voulez. Avec grand plaisir. Et Julien, donc ouais, voilà. Mathieu, son rôle à Julien et à Mohamed, comment vous vous dispatchez, vu que vous êtes tous les trois les têtes pensantes, qui fait quoi en gros? Alors Momo, sa fonction officielle, c'est directeur sportif adjoint en charge de recrutement. Donc lui, il va gérer une grande partie de l'administratif, parce que je ne suis pas trop fan de ça en étant honnête. Les offres qu'on peut envoyer aux joueurs, les invitations pour les joueurs à laisser chez les jeunes ou chez les moins jeunes, les relations parfois avec les partenaires publics, etc. Il va passer beaucoup de temps au téléphone, ce que j'ai dit tout à l'heure, avec les agents. En fait, il débroussaille un petit peu le terrain souvent avant que j'intervienne. Voilà sa fonction principale. Julien, c'est un peu différent. Il est sur tout ce qui est data, analyse, montage vidéo. C'est le monsieur qui me fait gagner beaucoup de temps dans ma journée. C'est pas mal ça, c'est pratique. Il parle toutes les langues. Il me fait traducteur aussi parce qu'il parle beaucoup de langues. Quelqu'un de très brillant, passionné et très intelligent. Je vais répéter ce que tu as dit. Il a un flingue. Il fait le malin parce qu'il est loin, mais un jour je vais répéter ce qu'il a dit. Là, je peux pas encore, mais ça arrive. C'est le malin, toi. Mais non, voilà, il faut gagner énormément de temps. Et ce que je dis souvent, c'est que tout le monde, voilà, c'est pas mon travail, c'est notre travail, à tous les trois, plus Jean-Michel. Et puis après, le staff technique, évidemment. Mais sans ces deux-là, je perdrais trop de temps. Et il y a des choses que je sais pas faire et qu'eux font à merveille. Ok, justement, donc tu parlais de staff technique. Donc en dessous de vous, il y a Didier Digard depuis cet été. Quelqu'un que tu connais très bien aussi. Oui. Hop. Raconte-nous comment ça s'est passé un petit peu avec Didier Digard pour remplacer Lucas Elsner, donc, qui était ton premier entraîneur quand tu es arrivé au Havre. Complètement, ouais. Lucas a décidé de partir à Reims pour diverses raisons. Il a fallu qu'on prenne un coach. Comme tu l'as si bien dit, Didier, je le connais depuis un petit moment, voire très longtemps, parce que je connaissais déjà avant qu'on joue ensemble à l'OGC Nice. Suivi son parcours de joueur, évidemment, mais aussi de coach, sa formation chez les jeunes, jusqu'au pro, et puis son diplôme, parce qu'il avait fait une semaine à l'époque ici pour le BEPF. Donc on a eu le temps d'échanger toute la semaine avec les autres coachs. Et il faisait partie depuis très longtemps, on avait déjà discuté avec Julien et Momo. S'il devait avoir un départ de Lucas, j'avais 2-3 noms en tête, et puis en échangeant, il y avait Didier notamment en tête de liste. Et après ça s'est fait assez rapidement, un message, t'es intéressé, il faut qu'on discute, pas de souci. Si c'est toi, je viens. Si c'est moi, tu viens. Et puis c'est parti comme ça. Aussi simple que ça. Ouais. Oh, c'est pratique. Moi, j'aime bien quand c'est simple. On va pas faire de virage, faire semblant. On a un poste à pourvoir. On pense que c'est toi. On va t'expliquer le projet. Tu vas nous montrer ton projet. Alors, ce que j'ai demandé à Julien et Momo, parce que moi, je les connaissais extrêmement bien, c'est de le juger, eux, avec un œil un petit peu neuf et sans le connaître plus que ça, et de me donner vraiment leur avis, leur ressenti. Toutes les décisions, vous les prenez tous les trois? Tout ce qu'ils m'ont dit. Oui. Ok. Donc là, on a l'organigramme pour récapituler. Donc le propriétaire Vincent Volpé, le président Jean-Michel Roussier, Mathieu Bonnemer, le directeur sportif, avec son directeur adjoint Mohamed El Karaz, Julien Maumont, responsable de l'analyse, donc un trio pensant, Didier Digard, entraîneur. Et tu nous as demandé de rajouter, quand on t'a dit, voilà, c'est l'organigramme, tu nous as demandé de rajouter Nicolas Douchez, entraîneur des gardiens. Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui a un rôle particulier dans ton fonctionnement? Je le rajoute. Énorme. Je pense que les gens, des fois, ils ne se rendent pas compte. Déjà, il est très bon dans son poste, notre entraîneur des gardiens.
Ce qu'il a fait avec Arthur et Mathieu Borgelin depuis maintenant presque 30 mois, c'est fantastique. Meilleur gardien de Ligue 2 et puis l'année dernière, une très bonne saison en Ligue 1. Et là, la continuité, elle est bonne. Mais c'est quelqu'un qui est important dans le staff parce que c'est plus qu'un entraîneur de gardien. C'est un adjoint qui prend part à beaucoup de décisions, qui a un retour sur l'expérience de joueur qui est très très importante. Mais surtout, c'est le mec qui vient me casser la tête quand il y a un problème. Parce qu'on a une relation de confiance et de franchise. C'est-à-dire quand il y a un souci dans le club, surtout sur l'équipe première, entre guillemets, c'est lui qui envoie au casse-pipe pour me le dire et qu'on échange tous les deux pour trouver des solutions. Il est plutôt de bons conseils. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est nos qualités et on se dit les choses. On se dispute parfois, mais on s'aime beaucoup. C'était quoi la dernière dispute avec Nico Douches, justement, Mathieu? Nico, c'est souvent sur l'équipe. C'est un peu de mercato, il n'est pas trop d'accord quand on vend certains joueurs, parce que lui, il a la vision terrain, on a la vision économique derrière, ce qui fait que des fois, on est malheureusement contraint de vendre des joueurs qu'on aimerait bien garder. Mais on n'est pas toujours d'accord sur la constitution de l'effectif, et puis des fois, on se dispute. Mais après, on va se coucher, ça va mieux, le lendemain, on se fait des bisous. Ouais. Et après, vous vous retrouvez sur le terrain de paddle, il paraît aussi. De temps en temps. Il est plutôt bon. C'est un mauvais joueur, mais je suis encore plus mauvais joueur que lui, donc c'est compliqué. Mathieu, moi j'ai l'impression que dans toutes les personnes qu'on a évoquées, il y a toujours beaucoup d'humains dedans. Et c'est vrai, quand on écoute les discours de Didier Digard, quand on écoute aussi Nicolas Douches, en fait, il y a beaucoup de valeurs communes partagées. Est-ce que pour toi, ce fonctionnement très proche, avec des gens dans lesquels tu retrouves les mêmes valeurs que les tiennes, et te semble indispensable au bon fonctionnement? Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans les autres clubs. C'est le plus important pour moi, parce que c'est comme ça que je vois la vie en général. Par exemple, Momo El Karas, comme mon adjoint, c'était mon éducateur quand j'avais 8 ans. C'est un de mes premiers coachs quand j'ai démarré le foot il y a très longtemps. Et la vie a fait qu'on s'est croisés, pas croisés, on a travaillé ensemble sur d'autres projets, et des fois pas ensemble pendant 5-6 ans. Mais c'est comme ça, je suis quelqu'un de très fidèle. Et j'aime bien avoir des gens autour de moi qui partagent mes valeurs, mes idées. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours facile. Alors, j'essaie un peu des fois de façonner les personnes qui sont autour de moi à comment moi je vois le monde, mais c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, je pense que pour y arriver, il y a plus de chances si on est tous dans la même direction. Si on se dit les choses, ça fait pas toujours plaisir, mais j'aime bien les gens honnêtes et droits. Et là, sur le tableau, il y a beaucoup de gens honnêtes et droits avec leurs mots et avec des personnalités complètement différentes, parce que Vincent Volpe, qui est américain, n'est pas Jean-Michel Roussier. Et Jean-Michel a un phrasé des fois qui me régale, mais il dit les choses. Et puis Momo, c'est pas Julien, et Julien, c'est pas Nico. Mais on avance comme ça. Top. Ok Mathieu, il y a aussi... tiens, on va faire un petit tour sur le chat. Il y a une petite question pour toi. Est-ce que le médical est à part, nous dit Bambidjlo? Non. On a un responsable performance qui est Thomas Joubert, qui est donc prépa physique numéro 1. On a mis responsable performance depuis 18 mois maintenant. C'est-à-dire que lui, il gère le médical avec le docteur, donc 2 semaines. C'est en complément du staff technique. C'est 2 pôles qui se rejoignent. Mais c'est Thomas Joubert qui gère cette partie-là. Vraiment. Qui fait le lien avec le docteur et les kinés et qui enchaîne. Et qui nous fait le reporting à nous. Et il nous demande aussi quel est ton mentor en dehors du foot. Alors c'est compliqué, mais il y a une personne il y a plusieurs personnes qui m'ont beaucoup inspiré, beaucoup aidé. Momo en fait partie, évidemment, quand j'étais petit. Et après, celui qui m'a le plus marqué dans le foot, c'est Nasser Largué, qui était mon directeur de centre à Caen, qui a fait de moi la personne, qui a fait les contours de moi, de la personne que je suis aujourd'hui. Pas que sur le plan footballistique, mais sur le plan humain et la droiture. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté, avec qui je suis toujours en contact, en Arabie Saoudite maintenant depuis quelques années. Mais je pense que c'est celui qui m'a le... Et pourtant, on ne se parlait pas beaucoup, mais tout ce qu'il m'a dit a été juste et m'a toujours servi, même aujourd'hui. Il a été directeur de centre de formation de l'Olympique de Marseille aussi, Nasser Largué. Très grande carrière. Ouais. Alors, tu challenges beaucoup tes équipes. C'est ce que Julien, à qui on a parlé, nous a dit. Julien Momo, donc ton data analyst. Tiens, on va l'écouter d'ailleurs quand il nous envoyait un petit vocal et puis on te fait réagir juste après parce que tu lui as demandé quelque chose de très particulier il y a quelques mois de ça.
une demande où il m'a dit, où je me suis dit que ce serait compliqué. Alors c'est pas spécialement sur le mercato, mais il aime bien challenger un peu le côté data, etc. pour poser des problématiques et voir si on est capable d'y résoudre. Il y a une chose que j'ai pas encore réussi à développer, mais je pense que d'autres l'ont peut-être déjà développé. C'est un indicateur qui comptabiliserait les lignes de passe coupées par le placement d'un joueur. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire, ouais, tel milieu de terrain, il récupère pas assez de ballons, mais en fait, peut-être que c'est parce qu'il est bien placé et que par son placement, en fait, il empêche des choses de se produire. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour la data, c'est de mesurer les choses qui se produisent pas. Donc, ils m'ont parlé de ça l'année dernière. J'ai pas encore eu le temps de vraiment plancher dessus pour le développer, mais voilà, ils posent ce genre de questions qui sont stimulantes. Ça, c'est le genre de stats, Mathieu, donc qui t'intéresse. En fait, j'aime bien embêter Julien, parce que c'est quelqu'un de brillant. Et j'aime bien lui poser des calls ou des questions qui sont compliquées à résoudre, parce que là, c'est quasiment, je ne vais pas dire impossible, mais pas loin. Alors, j'espère qu'il arrivera un jour, mais pas que pour nous, hein, pour plein de gens. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont trop faciles pour lui. Il fait des choses avec son ordinateur que je ne comprends pas. J'ai beau regarder, je ne comprends pas ce qu'il fait. Je vois le résultat final, c'est fantastique, mais comment il fait, je n'y arrive pas. Ce n'est pas mon truc. Mais ça, par contre, ce qu'il vient de dire, c'est un sujet qu'on a depuis quelques mois, voire même quelques années, qui m'intéresse fortement, mais où c'est compliqué de résoudre. L'équation, pour résumer, c'est vous êtes milieu de terrain défensif, juste en étant à droite ou à gauche, combien d'actions vont être déviées par votre présence? Pour faire simple. C'est un peu plus complexe que ça, mais le début, en tout cas, de l'action, c'est ça. Parce que des fois, on dit un joueur, il a récupéré... Ouais, tiens, regarde, on a Loïc qui va nous montrer ça sur le tableau. Est-ce qu'on pourrait essayer de l'expliquer en tableau? Je vais essayer de reproduire ce que tu dis, Mathieu. Sois pas trop sévère avec moi si j'y arrive pas de ouf. Non. Là, non, c'est pas simple à expliquer. On va dire que tu as le ballon en jaune, ok? Un joueur du Havre en bleu, évidemment. Les adversaires ici. Et là, donc, ce serait le milieu de terrain dont tu parles, c'est ça? Je le remonte un tout petit peu pour pas qu'il soit dans le bandeau. Moi, je te ferai l'inverse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les bleus sont Angers, par exemple. Ok. Et nous, on est rouge. Ok. Non, tu aurais pu garder la même chose, c'est juste inverser le... Nous, on n'a pas le ballon, en fait. D'accord, ok. Donc, vous n'avez pas le ballon, c'est eux qui l'ont. Hop. Ouais, voilà, tu peux rester comme ça. Le choix des couleurs, c'est pas grave. Mais rouge, c'est Angers, et bleu, c'est Le Havre. D'accord. Voilà. Et en fait, ce que j'ai demandé à Julien, parce que nous, on peut comptabiliser aujourd'hui combien de fois le ballon va être intercepté par milieu de terrain, combien de duels il va gagner, combien de pression il va mettre. Mais sur tes deux milieux, par exemple, celui de droite, là. Lui. Moi, je vois à droite, peut-être qu'il est à gauche chez toi. Voilà. Mets-le un peu intérieur. Ok. Par exemple, tu le décales un peu plus. Là, la passe, il ne peut plus la faire. Ok. Donc, du coup, la passe, elle est obligée d'aller sur le côté. Ok. Donc, il va la mettre sur le côté. Donc, le danger est moindre, en général, que si tu transperces les lignes. Et bien, ça, aujourd'hui, c'est compliqué à quantifier. Et c'est ça que tu voudrais comptabiliser, alors? Parce qu'après, en fait, je veux savoir, le mec, par un placement, combien d'actions possibles n'arrivent pas. D'accord, ok. Donc, une action sans ballon, c'est dur, au parce final. qu'on ne sait pas si le mec... Voilà, sans ballon. D'accord, parce qu'en fait, on a un joueur... C'est venu d'une discussion sur Daler Kouzaïev chez nous, qui a une grosse activité et qui court à peu près... Ce week-end, je crois, c'est 12 km 8. On rappelle que la moyenne, c'est 10 à peu près, hein, Mathieu. Hein. La moyenne, c'est 10 km/h, enfin 10 km par match à peu près. Ouais, j'allais dire, aujourd'hui, avec le temps additionnel, tu es plutôt sur 11 quasiment, parce que les matchs font 100 minutes maintenant, quasiment tout le temps. Et en fait, Daler est quelqu'un qui a une grande intelligence de jeu, qui court beaucoup, qui a une grosse activité, mais sur la Liga, au début, il ne récupérait pas beaucoup de ballons. Donc, on avait souvent le débat avec le staff de dire, ouais, mais si je le mets à tel poste, s'il ne récupère pas des ballons, ça va nous empêcher, ceci, cela. Je dis, mais en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que quand il est là, il se met sur la ligne de passe, en fait, ça oblige le joueur à jouer autre part. Donc, du coup, c'est plus à lui de gagner le duel, c'est un autre joueur. Donc, j'ai demandé à Julien d'essayer de trouver un algorithme pour résoudre ce problème-là. Alors, c'est pas facile, parce que le joueur, il n'était pas obligé de jouer intérieur, parce que des fois, c'est le placement, etc. Mais en fait, de se rapprocher et d'essayer de quantifier l'importance du placement de certains joueurs. En fait, c'est pour rendre un peu hommage au milieu de terrain comme moi, dans une autre vie, qui avait parfois l'activité, mais surtout du placement, plutôt que d'aller gagner des duels ou des ballons dans les pieds de l'adversaire. Et ça, à l'œil, tu peux pas. C'est aussi quelque chose que tu vois à l'œil, ça, quand tu regardes les matchs, quand tu analyses les joueurs, Mathieu, j'imagine. Moi, je le vois. J'arrive à le voir régulièrement, parce que c'était mon poste et je vois à peu près comment les gens se déplacent. Et c'est pour ça que je prends l'exemple de Daler Kouzaïev, qui le fait très bien. Même sans ballon, mais avec nous, c'est-à-dire pour simplifier le jeu de son coéquipier, c'est quelqu'un qui va se déplacer de très bonne façon, de très bonne manière, quasiment sur toutes les situations.
faire les 2-3 mètres de recul, avancer 2-3 mètres vers l'avant, un peu à droite, un peu à gauche, pour soulager ses partenaires. Et ça n'a pas de prix pour moi. C'est une intelligence de jeu. C'est ce qu'on essaie de rechercher même dans le recrutement des jeunes aujourd'hui, ce que je demande aux recruteurs des jeunes, Chico, c'est de trouver des joueurs qui ont une réflexion sur le football et qui sont intelligents dans leur placement, déplacement. Comment je vais solutionner tel problème? Est-ce que je dois avancer ou reculer? Est-ce que les défenseurs ont besoin de moi pour sortir le ballon ou pas? Est-ce que tel match, je dois être un peu plus haut parce que c'est le contexte du match? Et aujourd'hui, ça se perd un petit peu. J'ai du mal à trouver, même à la télé aujourd'hui, sur les gros matchs. J'allais te poser la question justement, Mathieu. C'est qui aujourd'hui le joueur le plus intelligent, celui à qui tu fais référence là? Rodri. Pour moi, c'est Rodri. Alors tout le monde va dire c'est facile, c'est le ballon d'or, ce qui est vrai. Mais en fait, aujourd'hui, pour moi, c'est le joueur. Alors, je vais prendre un exemple présent, PSG Bayern, Kimmich. Kimmich, c'est le joueur que tu vois pas tout le temps, mais en fait, qui simplifie la façon de jouer de toute l'équipe et de tout le monde. Il compense les situations. Un coup, il est à gauche, un coup, il est à droite, un coup, il est entre les axiaux, il est à côté du gardien, et puis après, il est dans la surface adverse. Il est là où le jeu le demande, et ce qui est le mieux pour son équipe. Il n'est pas là pour briller, lui. Mais par contre, le jour où il n'est pas là, et on l'a vu, Rodri il est blessé depuis quelques temps, bah, City, c'est bizarre. Ils ont beau avoir des top joueurs, ils gagnent beaucoup moins de matchs. Mais parce qu'il manque Rodri, ça ne sert à rien de crier sur Guardiola ou de dire que De Bruyne est blessé, machin. Ils ont tous leur importance, mais il manque Rodri. City qui reste sur 6 matchs sans victoire, 5 défaites et un match nul en Ligue des Champions. Et quand tu regardes Rodri, la dernière, je crois que Rodri, c'est 74 matchs joués, c'est une défaite. Voilà. Ouais, c'est tout l'intérêt de l'émission de parler de tout ça. Alors, juste sur le chat, Mathieu, on a des petites... Alors déjà, il y a TBK qui dit « Allez le hack, merci Baudemer ». On met beaucoup en avant ta sincérité, ton humilité. Ça, c'était... Et Julien qui nous dit « Est-ce que tu te plais toujours autant au Havre? Et est-ce que sur le long terme, tu t'y vois encore longtemps ?» Très bonne question de Julien. Alors après, ça va dépendre si un jour le propriétaire aime bien. Il a le droit. Non, je suis très bien ici. J'ai re-signé la saison dernière, en fin de saison, pour 3 ans de plus. Je voulais un projet un petit peu plus long. Au début, on avait signé 2, quasiment avec tout le monde, et puis là, on est reparti sur 3 ans, pour que ça fasse déjà un projet, et pouvoir faire un bilan au bout de 5 ans sur la formation, sur l'équipe première, sur la féminine. Là, on a le centre de formation qui est en rénovation, donc qui va sortir juillet 2025. Et puis après, il y a toutes les infrastructures, les terrains, la méthodologie de travail. Donc ça prend pas mal de temps, parce que les premiers joueurs qu'on a recrutés, nous, sur du contrat ANS, donc des garçons qui ont 13-14 ans, vont rentrer au centre, sont rentrés au centre pour les tout premiers cette année. Juste Mathieu, tu peux rappeler ce que c'est ANS, s'il te plaît, parce que je crois que c'est important comme signification, ce contrat-là. C'est accord de non-sollicitation. En fait, alors pour nous, ça concerne souvent les joueurs normands et parisiens. Tu les fais signer fin d'année U13 et ils arrivent chez toi en U16. Pour la plupart, les Parisiens, vous savez, parce qu'on n'a pas le droit de faire sortir des garçons. Les Normands, nous, on a la préfo élite, donc ils peuvent arriver à 14-15 ans, U14, U15. Mais les Parisiens, en général, arrivent à 16 ans. Donc tu détectes un très beau potentiel. Tu décides de faire un ANS. Il y a une photo, évidemment, avec la famille, un projet sportif, humain et scolaire qui est présenté. Et en fait, quand il arrivera au club, il aura un contrat aspirant, un contrat qui est rémunéré. C'est-à-dire qu'on mise sur lui. Mais c'est un projet entre le temps où il signe et la fin de son contrat aspirant, qui est 3 ans, à 5 années. C'est pour ça que je voulais rajouter les 3 ans. Comme ça, le premier cycle des joueurs qu'on aura recrutés en arrivant seront en fin de contrat aspirant. C'est-à-dire qu'après, c'est soit tu passes stagiaire ou professionnel. On aura fait un cycle de travail quasi complet. Mathieu, tu parlais du meilleur milieu de terrain au monde, donc Rodri. Le meilleur directeur sportif au monde, ce serait qui selon toi? Alors, c'est compliqué, mais... Franchement, il y en a beaucoup de bons. Après, il y en a, on ne connaît pas, on n'entend pas ou peu parler. C'est plutôt bon signe, qui travaille bien. Tu vois, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Arsenal ces dernières années. Avec Edu. Je trouve que ce que fait Liverpool est très bon. Tu vois, parce que malgré le changement de coach, le match qu'on a pu voir hier soir, en fait, la philosophie de jeu, avec soi-disant une équipe sans trop de vedettes, hormis Salah et Van Dijk, en fait, même les joueurs formés au club, c'est du top niveau. Quand tu vois le match de Curtis Jones, etc., Bradley, en fait, c'est des top joueurs. Donc ça, c'est un vrai travail, parce que l'académie travaille bien. Mais après, aujourd'hui, moi, je suis plutôt pas sur les grands clubs, mais j'aime bien les méthodologies de travail, tu vois, des clubs belges ou hollandais. Ok, tu penses à quelqu'un en particulier?
Pas quelqu'un, mais c'est tout un club. C'est Genk, par exemple. J'aime beaucoup ce que fait Genk. J'aime plutôt ce que fait Anderlecht. J'aime beaucoup PSV Eindhoven. J'aime beaucoup Alkmaar. Et alors pourquoi ces clubs-là en particulier, Mathieu? Parce qu'en fait, tout ce qu'ils mettent en place, c'est top. On regarde les reportages, j'essaie de comprendre, parce que je regarde leurs équipes de jeunes, comment ils font pour sortir autant de joueurs et comment ils les forment aussi bien, en fait. Parce que les joueurs hollandais, comme les joueurs français, s'exportent plutôt bien. T'en as en Angleterre, t'en as en Allemagne, t'en as en France, t'en as partout. Et en fait, quand tu regardes les reportages sur le PSV notamment, ou la ZAC Alkmaar, bah, tu comprends qu'en fait, il n'y a pas de place au hasard. À 12-13 ans, il y a déjà une méthodologie de travail. Techniquement, on fait ci. Ils ont un coach de la motricité. Ils font d'autres sports à côté, des choses. On n'est pas encore là-dessus sur la France. Et peu importe le club et les moyens. On n'est pas encore sur ce niveau de développement. Et puis, quand tu parles avec eux, j'ai reçu un directeur sportif belge cette semaine d'un club qui travaille plutôt bien, mais qui vient de démarrer. Eux disent qu'ils n'ont pas le même matériel. Ils disent ça. Ils n'ont pas la même qualité de joueur au démarrage. Donc, ils sont obligés d'avoir de bonnes idées de formation. Donc, je lui ai répondu. Je dis, mais nous, si on avait les mêmes idées que vous, la même façon de travailler avec les joueurs qu'on a, bah, en fait, on gagnerait toutes les Coupes du Monde. Parce qu'on a le vivier, on a le potentiel de joueurs qui est incroyable. Parce que tous les pays européens nous envient aujourd'hui. Ils viennent en France, on le voit même nous sur le centre de formation, à 15-16 ans, tu as tous les clubs, les bons clubs européens, ils sont déjà là tous les week-ends. Parce qu'ils savent qu'on a tous les clubs français de top joueurs. Mais notre formation n'est pas encore assez poussée par rapport à eux. On a Dynamo Zagreb travaille très bien, par exemple. Split aussi. Des clubs croates. Salzbourg, j'aime bien leur façon de faire. Les académies africaines, JMG. Nordjylland. Copenhague. J'ai eu la chance de voir Copenhague. J'ai trouvé ça très, très fort. Il y a des idées à prendre de partout. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un directeur sportif en tant que tel. Parce que faire une équipe première, ça dépend de plein de choses, notamment financier. Mais moi, ce que j'aime, c'est les mecs qui ont un projet global sur le club et qui sortent des vrais joueurs de foot. Le PSV sort des joueurs de foot tous les ans. Tous les ans, Genk sort des joueurs. Il y a El Kanous qui a été transféré à Leicester il y a quelques mois, mais tu en as d'autres qui arrivent derrière. Anderlecht joue très jeune. Vous regarderez les compositions. Tu as déjà des 2004, des 2005, voire des 2006 qui jouent en équipe première et qui sont déjà très, très bons, en fait. En fait, ce que tu aimes bien, Mathieu, toi, c'est les clubs, comme ils n'ont pas de pétrole, ils sont obligés d'avoir des idées et qui sont obligés, entre guillemets, de travailler et de trouver des alternatives pour réussir à performer aussi face à des adversaires qui ont des moyens complètement disproportionnés, quoi. Complètement d'accord avec toi. Complètement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je pense qu'en ayant des idées, un petit peu d'argent, parce que ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas avoir les moyens du PSG, mais quand je vois les académies que certains clubs ont dans les pays que je vous ai cités, ils dépensent 10-12 millions d'euros l'année sur un centre de formation. Et nous, pour aller trouver 5 millions, ce qui est déjà conséquent, c'est-à-dire que nous, déjà, on met de l'argent sur le centre de formation par rapport à beaucoup de clubs français. On est encore loin d'eux. Encore loin d'eux. Mais on a des joueurs qui sont fantastiques et qui vont y arriver, hein, qui sont pros, qui seront même transférés dans des grands clubs. Mais je pense qu'on peut encore mieux les former et être plus performants. On va parler de la construction de l'effectif du Havre dans un instant avec Rémi, mais on le sait, Mathieu, on le découvre. Enfin, pour ceux qui ne te connaissaient pas, tu es un dingue de foot incollable ou presque. On va le savoir dans quelques instants parce qu'on t'a préparé un petit quiz pour tester ta connaissance du foot mondial. Bon, on n'a pas trop de doutes, mais bon, j'avoue que notre chef d'édition, Axel Benchinac, qui te connaît bien aussi, a placé la barre assez haute. T'es prêt? Allons-y, on va essayer. Allez, moi, je suis bon. Avec Julien Maumont, on est bon en équipe, mais il est parti. Il a du travail. Ah, ok, d'accord. Bon, tu te retrouves tout seul. On va voir. Qui est le meilleur buteur de Ligue 2 en ce moment? De Ligue 2, Pape Messaba. Exactement. L'attaquant de Grenoble. 9 buts. Je t'aide. 9 buts, ouais. Il est libre en fin de saison pour un attaquant. Contrat. Dans quel pays joue Erwin Ongenda, l'ancien parisien? Aujourd'hui? Ouais. Erwin, il doit être en Roumanie toujours, non? Bravo. Quel club? Il avait changé. Je vais te dire une bêtise. Je crois pas qu'il soit encore à Bucarest. Il est plus à Bucarest, effectivement. Il est à Botoșani. Botoșani, bien joué. Tu peux me citer un autre joueur qui joue en Roumanie d'ailleurs? Joueur français. Un autre français, pardon. Eddy Gnaoré. T'as pas de chance, j'ai parlé avec lui il y a 2 jours. Qui a joué à Amiens. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Ouais. Quatrième question, qui était le gardien titulaire de l'équipe de France Sport lors du dernier match des Bleuets contre l'Allemagne? Ça, c'est cadeau, ça. Obed Nkambadio, PFC. J'étais au match. Pas de bol. Est-ce que tu peux me citer les 4 premiers? Alors là, beaucoup plus dur quand même.
Est-ce que tu peux me citer les 4 premiers de chaque groupe du championnat national U19? Non, impossible. Je regarde pas tous les championnats. Ah, puis là, c'est trop chaud. À la rédac, il n'y a personne qui a. Ouais. Non, Ah, c'est le PSG, non, groupe B, non, c'est je Strasbourg. vais pas faire semblant et t'inventer des. Ouais, dans cette poule-là, c'est l'OM. Non, c'est pas vrai. Bah, l'OM, c'est le non. leader du groupe D pour le coup. Ouais, ça, l'OM, je le sais, mais parce qu'ils ont une grosse équipe, une grosse génération. Mais les autres, je pourrais pas te dire. Donc Les PSG, zéro hasard, Strasbourg, Nantes et Marseille. Le Havre de son Ah, que côté. leader. Je crois que tu me disais les 4 premiers de chaque groupe. Non, le leader. Le leader de chaque pardon, groupe. j'ai mal compris. Ah, j'aurais Ah non, presque les pu 4 répondre. premiers, les clubs. Ah ouais, mais moi je crois que tu me disais premier, deuxième, troisième, quatrième de chaque poule. Ah non, 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 non. Ok. Non, bah non, pas de chaque poule, on n'est pas. Non, mais On veut pas torturer dans non notre poule, plus. dans notre poule, je savais que c'était le PSG quand même. Bon, Et Marseille de l'autre côté. Même Et ça, le- il le sait, t'imagines? c'était dingue, c'est dingue. C'est dingue. Mathieu, 2 joueurs français qui font partie des 5 plus jeunes joueurs utilisés parmi les 5 grands championnats. Il y en a 2, ils sont français, donc parmi les 5 plus jeunes utilisés dans les 5 grands championnats. C'est qui? Comment il s'appelle? Ibrahim Mbaye, PSG, 2008. Bonne réponse. Et le deuxième, dans les 5 grands championnats. Ouais, dans Ouais, les 5 cette grands saison. championnats européens, cette saison. Un autre français, il lui manque. Alors je sais pas qui est né le plus tôt, tu dois avoir Bouhaddi ou Yoram Zaguet. Très bonne réponse, c'était Ayoub Bouhaddi. Il est fort, il est fort. Une dernière question pour la route. Dans quel club a été formé Simon Banza, le meilleur buteur du championnat turc? Montpellier. Il est pas passé par Montpellier? Non, c'est Lens. Il est passé par Lens. C'était Lens. En tout cas, Lens, c'est ouais, ce qu'Axel a noté sur ma feuille. T'as un doute? Non, il doit avoir Vas-y, raison. il Non, est répond. passé par Vérifie Lens, ou pas? je savais pas Ouais, si si tu me tu veux, demandais je s'il était vérifie. pas passé Ah non, mais par parce que Montpellier c'est- avant. Quand Mathieu le dit, je préfère qu'on Oui, vérifie c'est pour quand ça, même. ouais. Ouais, on va quand même vérifier si c'est. Non, Il a non, fait Lens, un c'est sûr sans et certain. Parce qu'il a joué avec mon entraîneur des gardiens. Dans une autre vie. Même Et, Axel, il marque bien. ouais, même Axel, il a plus confiance en toi qu'en lui-même. C'est pour te dire. Non, il est bon. La bench, il est bon à ça aussi. Bon, on vérifie ça avec Ça va. Loïc. Non, mais il a certainement raison, ça doit te lance. Bon, t'es quand même C'est Lens. incollable en fait. C'est. Ça fait partie du taf. C'est bien Lens. Ouais, Et c'est après, bien. j'ai un problème, c'est de ne pas connaître une réponse, ça me perturbe. Ouais, c'est la. On enchaîne, Axel, tu me disais quoi? Oui. Oui, une autre petite surprise, toujours avec Julien qui nous a laissé un petit vocal l'autre jour sur ta connaissance encyclopédique du foot. Mais on ne fixe pas de limite de pays en tout cas. C'est vraiment en fonction de ce qu'on va repérer ou de ce qu'on va nous envoyer. Je me souviens que la première saison, Matt avait regardé un bout de match de D1 libyenne par exemple, parce qu'il y avait un joueur qu'on nous avait envoyé. Donc c'est toujours, il n'y a pas de limite, c'est ça que la data et la vidéo nous permettent en fait. C'est-à-dire que ça te fait gagner du temps, ça t'économise de l'argent aussi sur des déplacements économisés. Et puis en fait, tu n'as pas de limite de frontières. Tu peux essayer d'aller trouver des talents dans des endroits auxquels tu ne songerais pas de prime abord. Voilà, donc c'est le recrutement, on va en parler dans un instant, mais tu es capable de mater un match de première division libyenne donc. Ça nous est arrivé, il a raison. On a envoyé un joueur qui était plutôt intéressant. Ce matin, j'ai regardé un sénégalaise. Ça m'arrive régulièrement d'ailleurs, parce qu'il y a plutôt des bons profils. Mais on n'a pas de fermeture d'esprit. On essaie de trouver des bons joueurs, peu importe. Le pays, la culture, l'origine. Il y a des joueurs de foot partout. Tu vois, un des regrets que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de moyens pour aller chercher des joueurs japonais ou coréens du Sud. Parce que j'adore leur mentalité, leur façon de jouer. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'en amener un dans l'effectif. Mais à terme, j'espère qu'on en aura, parce que j'adore. J'adore les joueurs de Reims, par exemple, Ito et Nakamura. Je trouve Mitoma de Brighton. Je trouve que c'est des joueurs fantastiques. Et j'aimerais qu'on en ait chez nous. Est-ce que c'est pas un peu frustrant, Mathieu, justement, des fois, d'avoir ces limites financières qui t'empêchent de pleinement mener à bien ton projet? Enfin, votre projet. Complètement. Le plus dur, parce que là, on commence à avoir un petit peu de recul. Ça va faire 2 ans et demi qu'on est là. Et puis la première année, on avait travaillé sur un mercato avec certains joueurs. Puis on a demandé au président une petite enveloppe. Et puis on n'avait pas de moyens. Et c'est te dire que 2 ans après, ces joueurs-là, ou certains joueurs en tout cas, ont percé. Donc tant mieux, c'est qu'on ne s'était pas trompé. Et que certains jouent dans des très bons clubs, ont été vendus lors du 15 ou 20 millions. Tu peux nous donner un nom ou pas? Non, c'est quoi? Des plus grands regrets que j'ai, c'est Miko Tadze. Ouais. Parce qu'à l'époque, il revient de Serein de prêt à Metz. On a des discussions avec certaines personnes de l'entourage. On connaît à peu près le prix de vente, ce que Metz en veut.
Et je suis convaincu qu'en Ligue 2, en fait, c'est le joueur qu'il nous faut pour monter assez rapidement. Mais on n'a pas les moyens de le faire. Et puis derrière, il fait ce qu'il a fait. Vendu 2 fois par Metz en quelques mois, 16 et 18 millions d'euros, je crois. Aujourd'hui, à Lyon, ça se passe pas toujours bien pour le moment, mais on a vu l'Euro qu'il a fait, les qualités du joueur sont indéniables. Reviens à Paname, l'enveloppe, tu l'auras là-bas, nous dit Fritz Master sur le chat. Et ils ont moins de problèmes d'argent, ça c'est sûr. Mais les prix sont pas les mêmes, c'est pas toujours aussi simple. Alors, l'effectif du Havre, on y va avec toi, Rémi. On va regarder tout ce que vous avez fait, Mathieu, depuis que tu es arrivé au HAC. Et il s'en est passé des choses, Rémi. Ouais, Mathieu, on va un petit peu analyser ton mercato, le bod mercato. Donc, parce qu'on va rappeler que tu as 42 ans, que tu es nommé le 20 juin 2022 et que tu as prolongé du coup le 3 avril 2024. Ça, ce qu'on voit à l'écran, c'est ton effectif actuel qui compte 30 joueurs. C'est le 3e effectif le plus fourni de la Ligue 1. Le premier, c'est l'OM avec, tu sais combien de joueurs ou pas? Sous contrat? Ouais. Pro? Ouais. Selon Parce Transfermarkt. Parce que là, il manque les jeunes pros. Là. Alors c'est pour ça. On s'appuie sur Transfermarkt. Ouais, sur Transfermarkt. Marseille, ouais, ils ont au moins 30. Ouais, ça dépend s'ils comptent les Stardal, Bacola, etc. Mais je crois qu'ils sont au moins 35 ou 37, non? Alors ils sont 31. C'est juste un joueur de plus que ton effectif actuel pour le moment. C'est l'effectif. Donc c'est le. Parce que nous, on a 34 contrats pro. D'accord. Alors, du coup, sur la tablette, je ne sais pas si en régie on peut avoir accès à la tablette, sinon je le fais comme ça et je vous montre. Hop là. Ah, décidément, il faut se reconnecter en permanence. Ça va le faire. C'est pas grave. Au pire, ce que je peux te dire, Mathieu, c'est que quand tu arrives en 2022-2023, sur cette saison-là, la moyenne d'âge de ton effectif, c'est 24 ans. C'est le 2e plus jeune de Ligue 2. Là, on voit à l'écran l'effectif actuel que je vous montre. Donc, on le disait tout à l'heure, si on regarde tout en haut, là, taille de l'effectif, 30. La moyenne d'âge, c'est 25. Et du coup, on va essayer en direct d'aller sur les... Eh ben non, c'est pas ça qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. Sur tes récents effectifs, et notamment lorsque tu arrives la première année. La première année, c'est donc 2022-2023. Exactement, ouais. Alors, tu as un effectif de 40 joueurs. C'est le 5e plus fourni de Ligue 2. Moyenne d'âge 24 ans. Ça, c'est le 2e plus jeune de Ligue 2. Et en termes d'arrivée, tu vas compter 23 joueurs, toujours selon Transfermarkt. Alors, vous voyez les sommes sur les côtés, les valeurs marchandes. Ça, c'est les effectifs quand tu es dans ta première année. Et tu vas faire donc 23 arrivées pour exactement 0 € dépensés. Par contre, tu vas faire 18 joueurs qui ont été transférés pour 9,8 millions d'euros. On va s'apercevoir que c'est le mercato le plus prolifique que tu as fait, puisque c'est celui qui va te permettre de monter en Ligue 1. Alors pour rappel, sur ce mercato-là, tu as 6 libres, 3 prêts et 7 promotions internes. Je voulais revenir sur les promotions internes. Donc c'est les joueurs qui signent pro, qui sont déjà au club. Ouais. Donc dans les effectifs de jeunes. Tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que tu avais vu qu'il y avait de la qualité, j'imagine. Mais est-ce que c'était par rapport aussi au fait que il y avait forcément un besoin de trouver des joueurs tout de suite et on va dire pas cher, quoi? Il y a plein de raisons. La première raison, c'est que quand on arrive, il y a 13 joueurs sous contrat, avec quelques jeunes qui ont déjà signé et des gardiens. Donc il faut déjà qu'on fasse une équipe. Il y a des joueurs qui ne jouent pas avec l'ancienne direction pour toute raison. Le premier joueur qu'on fait signer pro, c'est Yacine Keshta, par exemple. Qui signe à 20 ans. Qui joue aujourd'hui toujours en Ligue 1, qui était en fin de contrat stagiaire, qui n'avait pas de proposition. Ça a été lui. On a fait Bonog, Logbo notamment, et Momo Koné, le gardien, qui a été transféré cet été à Charleroi. Mais parce que dans une autre vie, j'ai mon fils qui joue ici depuis très longtemps, et que je l'ai et je connaissais tous les effectifs de jeunes parce que je le voyais jouer régulièrement avec eux. Et en fait, on était convaincus parce que Momo, mon adjoint, il faut savoir que de 2015 à 2019, il a été recruteur jeune ici et directeur sportif adjoint déjà de Christophe Rovo. Donc, il connaissait déjà la plupart des jeunes. Et on savait qu'ils avaient un potentiel pour la Ligue 2. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de signatures de contrats pro la première année. Pour les protéger aussi.
Et ensuite, du coup, tu arrives en Ligue 1, donc saison 2023-2024. Je vais essayer de vous mettre pareil l'effectif et les transferts de cette période-là à l'écran. Tu arrives en Ligue 1, l'effectif est de 25,2 ans. C'est le 7e plus âgé de Ligue 1. Effectif de 35 joueurs. C'est le 2e effectif le moins fourni cette fois-ci. Celui qui a le moins de joueurs dans son effectif à l'époque, donc en 2023-2024, c'est Brest, 31 joueurs. Là, cette fois-ci, tu vas mettre un petit peu plus de moyens puisque tu vas recruter pour 2,9 millions d'euros. Va y avoir 15 joueurs. Non ? C'est 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, très bien. Et ben, il y a 15 joueurs, dont des joueurs confirmés, des joueurs qui sont aguerris par rapport à la Ligue 1. Kouzaïev, Salmier, Touré, Abdoulaye Touré, Loïc Nego, Mohamed Bayo qui arrive en prêt et évidemment André Ayou. Au niveau des départs, il y a pas mal de départs, il y a 21 joueurs, j'ai compté, toujours selon Transfermarkt, avec un départ de poids, c'est Victor Lécal, ton capitaine à l'époque, le tout pour 0 million de ce que j'ai cru noter sur Transfermarkt. Donc au niveau de la récupération de sous, on va dire c'est pas trop ça. En revanche, j'avais plusieurs questions. Il y a beaucoup de transactions qui sont effectuées avec Concarneau, on le voit, on va essayer de zoomer. Pas mal de joueurs qui sont plus ou moins prêtés ou relancés à Concarneau. Est-ce que c'est un club ami ? C'est quoi vos relations avec ce club ? Oui, on s'entendait bien avec eux. C'est un club qui montait en Ligue 2, qui avait besoin de joueurs. Et nous, on cherchait des points de chute pour quelques joueurs. Donc, soit on a libéré comme Abdel Wahib, Papip Nouba, et on a prêté Chadli début de saison et Diawara en cours de saison. Malheureusement, ils ont pas réussi à se maintenir. Et puis, on a un petit qui a signé cette année là-bas, le petit Samoura, Amadou, qu'on n'a pas gardé en fin de saison dernière. Mais on a essayé de développer des relations avec certains clubs, entre guillemets, soit Ligue 2, soit National. Cette année, c'est Nancy. On a 2 joueurs prêtés là-bas. Parce qu'on sait que le suivi est bien fait, que les coachs, la philosophie de jeu, on essaie de prendre tout ça en compte et que les petits soient épanouis et avancent bien là-bas. Parce que des fois, chez nous, ils jouent en réserve. Ça fait 2-3 ans qu'ils y sont. Et donc, ils ont fait le tour. Donc, il faut qu'ils avancent. Ils passent par la Nationale ou la Ligue 2. Quand Diawara est reparti à Postané, Chadli, il a signé au Wydad Casablanca, par exemple. Voilà, c'est une bonne étape pour eux aussi. On parlait de joueurs confirmés pour donc jouer en Ligue 1. Il y a notamment Daler Kouzaïev que tu fais signer. Question, apparemment, il a choisi la France. La France, c'était sa priorité par rapport aux récentes Coupes du Monde. Est-ce que tu peux me confirmer et expliquer ça, s'il te plaît ? Je ne suis pas sûr que ce soit par rapport à la Coupe du Monde. Daler voulait jouer en Europe de l'Ouest. Lui, il a fait toute sa carrière en Russie, notamment au Zénith, dans un grand club russe, Champions League, on connaît tous. Il voulait s'exporter, découvrir un autre football. C'est un garçon très intelligent qui parle beaucoup de langues. Il continue ses études. Je crois qu'il est en bac plus 8 ou 9 là, de certaines filiales. Il reprend des études, il en arrête, il en redémarre d'autres. Et il voulait découvrir la culture française. Il voulait apprendre la langue française et jouer dans un des 5 premiers championnats en Europe, qu'il a choisi la France. Alors j'avais cru comprendre qu'il avait choisi la France parce qu'il avait dit lors de sa conférence de presse, ou en tout cas dans les médias locaux en Normandie, que comme l'équipe de France avait atteint la finale de 2018 et de 2022, c'était un pays qu'il voulait découvrir, notamment par rapport à la philosophie du foot. Et on arrive à cette saison 2024-2025, 25 ans et 9 mois de moyenne d'âge, un effectif de 30 joueurs, c'est le 3e effectif le plus fourni. L'OM, donc, c'est le premier avec 31 joueurs. En termes d'arrivée, toujours 0 dépenses, 4 joueurs libres, 3 prêts, 5 promotions internes. Et en termes de départ, c'est 5 millions d'euros avec 12 joueurs qui partent de l'effectif. Mais il y en a un en particulier, c'est Joujou qui va être acheté par PAM et reprêté dans la foulée. Je vais essayer de vous le mettre sur la tablette. Tu disais aussi que par rapport au... Après, juste pour rectifier, parce que depuis tout à l'heure, j'entends le nombre de départs à chaque fois. Sur Transfermarkt qui compte les départs de la réserve aussi. D'accord, bah voilà, tu fais bien de le rappeler. Parce que réellement, un des seuls joueurs qui est parti cette année, qu'on a plus l'effectif, c'est Mohamed Bayo. Qui était prêté. Et puis après, qui était prêté par Lille. Et après, on a les joueurs qu'on a prêtés nous extérieurs, mais réellement, on n'a pas de départ plus que ça dans l'effectif. D'accord. Et donc des fois, Transfermarkt, il y a des joueurs de l'équipe réserve qui s'entraînaient avec nous, qui n'ont pas été gardés. Tout à l'heure, je crois que c'est sur la saison d'avant, c'était marqué 22 ou 23 départs. C'est beaucoup moins que ça. Et donc, pour terminer en chiffres, les dépenses, alors moi, j'avais noté 2,9 millions d'euros sur ces 3 mercatos. Toi, tu m'as rectifié en disant 2 millions d'euros. Et en termes de vente, c'est 14,8 millions d'euros. Donc, on est largement à l'équilibre sur cette balance-là. C'est un poil plus. Réellement, on est à 2,1 dépensés. Ouais.
Et on a aux alentours de 18 millions de recettes. Bah, c'est encore mieux, bravo. Je voulais juste faire un petit focus sur quelques joueurs avec des profils plutôt similaires, mine de rien. Arthur Desmas, qui arrive à 30 ans, à 28 ans en 2022, tu le prends pour monter en Ligue 1 et notamment aider l'équipe. Gauthier Lloris aussi, qui est en fin de contrat à Auxerre à l'époque. Il arrive à 26 ans. C'est un joueur que tu as fréquenté, il me semble, dans les vestiaires à Nice, parce qu'il n'était pas forcément encore professionnel. La question sur Gauthier Lloris, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit aussi solide physiquement, parce qu'il a joué quasiment tous les matchs et chaque minute de tous les matchs qu'il a joué avec vous depuis son arrivée au Havre? À ce point-là, non, parce que je serais un menteur. Maintenant, j'ai joué avec Gauthier, je connais bien Hugo aussi pour avoir joué avec lui. Famille équilibrée, travailleuse, sérieux. Gauthier à Nice, il a toujours été très bon. Malheureusement, il était embêté par les blessures. Dû à sa morphologie, il était jeune. Et en fait, nous, Thomas Joubert, notre responsable performance, l'a eu au Auxerre. Donc la première question, j'ai dit à Thomas, si je prends Gauthier, j'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup l'homme, est-ce que tu es capable de me le mettre bien pour qu'il joue tous les week-ends, toute la saison? Il m'a dit, il n'y a pas de souci, je connais ses manques, je sais comment il faut travailler. Et donc on est parti sur une relation de confiance, et top. Il y a deux autres Thomas joueurs était bon et Gauthier était bon. Ouais. Il y a deux autres joueurs dont je voulais te parler, c'est Yacine Keshta qui est donc formé au club, et Oussama Targaline qui lui a un autre profil puisqu'il a été plus ou moins formé, on va dire, à Nice et l'OM, et il arrive comme en libre chez toi au Havre. Il n'est pas passé par Nice, Oussama. Oussama, il fait l'Académie Mohamed VI, il fait l'OM, il passe en Turquie et il vient chez nous. Alors, c'est après son passage en Turquie d'ailleurs qu'il va résilier son contrat, dis-moi si je me trompe, avec l'OM pour venir chez vous. J'avais une question, sachant que Keshta et Targaline sont devenus tous les deux, il me semble, médaillés olympiques lors des JO 2024 avec le Maroc. Est-ce que c'est typiquement le genre de joueur avec lequel, leur évolution, c'est celle que tu veux et que tu souhaites à tes joueurs qui sont issus du centre de formation, c'est-à-dire monter en équipe première, prouver, être appelé en sélection et du coup être reconnu et gagner des trophées. J'avais juste une autre question concernant Oussama Targaline. J'ai cru lire et comprendre que l'entourage d'Oussama n'était pas forcément favorable au départ à venir signer au Havre. Est-ce que tu peux me confirmer ça? Et si oui, qu'est-ce qui a fait la différence? Non. J'étais plutôt très favorable. Pour plein de raisons. Et une qui est simple, c'est que Oussama était formé à l'Académie Mohamed VI et son directeur d'académie était Nasser Largué, qui était mon directeur de centre, comme je disais tout à l'heure, et qui est un peu mon père spirituel et le sien. Donc quand Oussama s'est renseigné, le coach Nasser a dit faut que tu ailles voir avec Mathieu. Donc ça a été très simple avec ses conseillers, la partie financière très très rapide. Il appartenait encore à l'OM. Et en fait, on l'a pris à 0, mais avec un pourcentage en cas de plus-value sur une revente, de revente tout court, parce qu'il y aura une plus-value quoi qu'il arrive. Et avec Marseille, ça s'est passé rapidement. Ils ont compris le projet sportif pour le petit et pour nous. Et voilà, non, donc avec Oussama, il n'y a pas eu d'hésitation, sincèrement. Il est venu en Ligue 2 en janvier, lui. Il sortait d'une expérience un peu compliquée en Turquie. Mais après, il a fait le travail chez nous et on est très heureux de l'avoir chez nous. Et pour terminer, parce qu'on a parlé de Daler Kouzaïev, je voulais aussi te parler de André Ayou. La petite anecdote qui est apparemment où tu as croisé André Ayou et ses représentants dans un hall d'hôtel. Tu as pris un café en 10 minutes, c'était réglé pour, on va dire, tout ce qui est projet de jeu, signature et contrat. Puis ensuite, vous avez beaucoup parlé, en revanche des heures, de philosophie de football et de football tout simplement. Est-ce que tu me confirmes ça? Et si tu peux m'expliquer justement, me raconter un peu ça, s'il te plaît. Non, c'est vrai, j'aime beaucoup d'aider. Tu vois, pour anecdote, hier, il faisait un peu froid, on est resté sur le parking à parler pendant 2 heures, lui, moi et Abdou Touré, sur l'histoire du club, sur comment gérer les petits, autre chose que l'équipe première. Ce sont des vrais passionnés de foot, Dédé, c'est un amoureux du football. Et on avait j'ai joué contre lui plusieurs fois, Paris, Marseille, etc. Mais on ne se connaissait pas réellement, même si on s'est déjà croisés. Et la première chose que j'aime bien faire, c'est discuter avec les gens. Donc, quand on a su que Dédé était intéressé potentiellement par notre projet, bien le rencontrer. Et comme je vous ai dit, comme tu as si bien résumé, voilà, en 5-10 minutes, l'argent, c'est pas un souci, ça, c'est pas un souci. Voilà, viens, on parle de tout. Et puis, on a parlé de la vie, du foot, des enfants, de plein de choses. Et on est resté, je crois, 4 heures. 4 heures, et puis il a signé. Et puis, cette année, il est revenu encore pour nous aider. Et il est heureux d'être là. Mais c'est vraiment pas une question d'argent, on peut me croire.
Je pense qu'il a deux doigts de perdre de l'argent en jouant ici. Mais c'est quelqu'un qui est important dans le projet sportif, qui a compris ce qu'on voulait faire sur les relations humaines, ce qu'on disait tout à l'heure. Et que ce soit lui et Abdou Touré notamment, pour les plus âgés. En fait, on est heureux qu'ils soient là. Ils sont à 100% dans le projet, ce qu'on veut mettre en place. Les imparités, la passation et la transmission aux plus jeunes. Et Dédé et Abdou sont top là-dessus pour nos jeunes joueurs. Mathieu, on l'a compris, donc peu de moyens pour recruter et on a compris votre mode de fonctionnement avec Julien, avec tes adjoints, mais ce qui m'a le plus surpris en bossant l'émission, c'est que tu n'as pas vraiment de cellule de recrutement en fait au HAC. C'est ça qui est assez incroyable pour un club de Ligue 1. Pourquoi ? Et puis, est-ce que tu aimerais en constituer une ? Il y a plusieurs raisons. La partie financière. Donc, on a un scout vidéo, on appelle ça, c'est Sharaf, qui fait un très bon travail. Vous savez, sur les plateformes, je ne sais pas si on a le droit de les citer, mais Y-Scout notamment, où il va regarder les vidéos, qu'on envoie un profil et nous faire des rapports. Donc, on a une seule personne sur les pros. Mais au final, je pense que c'est bien comme ça. Parce que Julien regarde beaucoup de matchs, moi, j'en regarde beaucoup, Momo aussi. Mais les décisions, il n'y a pas 22 rapports, il faut être lu par 7-8 personnes. On n'avait pas les moyens quand on arrivait, il a fallu faire des coupes budgétaires. Mais en fait, souvent, je me suis rendu compte, en faisant le tour un peu du monde, de voir des recruteurs faire beaucoup de rapports, beaucoup travailler. Les rapports ne sont jamais lus. Ouais. À la fois avec un scout français d'un club étranger, qui travaille là-bas depuis quelques années, qui fait 50, 60, 100 rapports par an, je ne sais pas. Il n'y a jamais un joueur qui a signé. Okay. Je me dis, tant mieux pour toi, parce que tu es payé et tu fais le tour du monde, etc., si tu aimes bien. Mais même toi, ton travail, je trouve qu'il n'est pas valorisé parce que tu as un œil. Mais en fait, le club, je ne sais pas pourquoi il te paye, parce qu'ils ne prennent jamais un joueur. Donc nous, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'envoyer des personnes à travers le monde entier. Et puis quand on se déplace, il faut revenir avec quelque chose. Il faut revenir soit avec un joueur qu'on a vu, ça veut dire qu'on va le faire signer, mais quand on revient, on est sûr du coup, il faut que ce joueur-là, en tout cas, il vienne à l'essai. Pas faire 300 jours par an, parce qu'on pourrait le faire, dans le monde entier, ou tous les vendredis aller voir des matchs, et puis à la fin, on sait qu'on peut... J'aimerais bien aller au parc tous les week-ends, mais je ne veux pas signer un joueur du PSG, qui joue actuellement. Donc je vais le regarder à la télé, les autres vont regarder à la télé, puis on va regarder les joueurs qu'on peut faire, et on va faire ça différemment, mais... C'est une question de moyens, mais c'est une question aussi de façon de voir. Et chez les jeunes, c'est quasiment pareil. On a une personne à temps plein et on a deux personnes aujourd'hui qui font que le week-end. Alors, on aimerait avoir une ou deux personnes de plus pour couvrir un peu plus de matchs, mais c'est très bien comme ça, en fait. Puisqu'on est sur le mercato, il y a TBK sur le chat qui nous demande pour Steve Noura, est-ce qu'un prêt est envisagé ou bien est-ce qu'avec son dernier match, il est entré en jeu à Nantes lors de la victoire 2-0, est-ce qu'il peut gagner sa place de titulaire ? Pour Steve, ça va dépendre que de Steve. C'est parfois le souci avec les jeunes joueurs. Il a énormément de qualité, mais pour jouer au niveau, il y a des exigences, il y a des attentes. C'est tous les jours un combat, c'est tous les week-ends être performant. Oui, il a mis son but à Nantes. Il a fait une entrée qui était plutôt cohérente, mais comme d'autres fois. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'il a fait mardi, qu'est-ce qu'il va faire mercredi, qu'est-ce qu'il va faire dimanche s'il joue contre Angers, s'il ne joue pas la semaine d'après, et ainsi de suite. En fait, le foot de haut niveau, c'est être performant tous les week-ends, tous les 3 jours, tous les jours d'entraînement, avoir une constance et progresser. De Steve, s'il continue comme il est actuellement, il va y arriver. Steven Goura, c'est ça, hein, c'est comme ça qu'on prononce. Ouais. C'est comme ça qu'on prononce son nom. Oui. Alors, on le disait, la victoire 2-0 à Nantes, elle fait du bien, Loïc, parce que le début de saison n'avait pas été simple pour le HAC. C'est sûr que Mathieu le disait, hein, le HAC, dernier budget, enfin plus petit budget de Ligue 1, début de saison dernière, 2023-2024, qui avait été assez exceptionnel. Et puis c'est vrai que cette année 2024, elle est difficile, hein, Mathieu. Après, je sais que toi, tes références, tu cites souvent un exemple des clubs qui travaillent bien, style Brentford. Eux, leur mantra, c'est de décorréler le résultat de la performance. C'est-à-dire que même si les résultats sont pas si bons, à partir du moment où le contenu, la capacité à se procurer des bonnes occasions et pas en subir justement de grosses occasions, à partir du moment où ces indicateurs sont bons, il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Est-ce que toi, tu partages cette vision déjà ? Dans une grande partie, oui. Alors après, Brentford, c'est quand même 150 ou 200 millions de budget, parce que c'est la première ligue. C'est relatif. Mais nous, on savait qu'on avait un calendrier qui était compliqué sur le début de saison. On a joué quasiment tous les clubs européens à la suite, la Champions League, etc. Et qu'il y a un championnat, on va dire le nôtre, entre guillemets. Et puis, il y a le leur.
Quand vous jouez Monaco, vous jouez Paris, vous jouez Lyon, vous jouez Lille, c'est des équipes avec des potentiels incroyables, des équipes, et on le voit même en Europe aujourd'hui, en Champions League, ils font pour la plupart des bons parcours, hormis le PSG. Mais ils ont des vrais joueurs de foot. Ça joue bien, ils ont des bons coachs, des bonnes structures, etc. Donc, on n'a pas réussi à les attraper encore cette année. Pour les plus gros, je parle. Par contre, dans notre championnat dit du maintien, si on considère que Toulouse est dans notre championnat, on a 4 victoires sur 5 matchs joués. Là, on va recevoir Angers, qui va être un match très très important. Et si par bonheur on a l'occasion de gagner, on aura 15 points. L'année dernière, on a tourné avec 19 points à la trêve. Tout le monde a dit que c'était exceptionnel et il restera encore 4 matchs à jouer derrière. Et sur la partie retour la saison dernière, on a fait que 13 points. On est déjà à 12. Donc tout n'est pas acheté, c'est pas toujours facile. Il y a des matchs où on n'a pas été bon dans le jeu. Il y a des matchs où ça a été beaucoup mieux. Non, tu as été bien. Mais il y a des matchs comme à Monaco où on aurait dû être récompensé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un but hors jeu de Josué Casimir qui peut siffler ou ne pas siffler. Et puis derrière, eux, ils font des changements avec Akliouche, Ben Seguir et Zakaria notamment. Mais c'est un autre niveau, mais on le voit même en Champions League, les mecs qui sont bons. Donc on avait perdu sur le talent des joueurs. Et puis il y a des matchs comme à Toulouse où on est passé au travers, on doit faire mieux. Mais dans l'ensemble, on est là où on devait être. Aujourd'hui, on n'est pas relégable. Et quand on part du principe qu'on a le plus petit budget, le plus petit club, que normalement tout le monde nous voit dernier, en fait, chaque place qu'on va gagner, c'est un exploit. Bah là, si on regarde même les chiffres sous-jacents, le Havre devrait même être un peu mieux classé par rapport aux expected goals, notamment une notion que tu as forcément par rapport à Julien. Alors bien évidemment, là, on est sur de la performance. Après, malgré tout, tu l'as dit, le Havre, notamment offensivement, c'est compliqué. Une des attaques les moins prolifiques de Ligue 1, mais vous procurez des occasions. Donc c'est plus un problème de réalisme. Là, il y a le mercato qui arrive, le mercato hivernal. Tu l'as dit, il y a des problématiques financières. Tu peux pas recruter. Est-ce que tu vas quand même essayer d'aller chercher des joueurs libres ou est-ce que tu vas miser sur justement, on l'a évoqué avec Ngoura, sur les jeunes que tu as à disposition dans ton effectif? Un peu de tout. On interdit de recrutement à titre onéreux, donc on ne peut pas faire de transfert. On peut prendre des joueurs libres, mais on a un encadrement de la masse salariale. Donc on ne peut pas donner de salaire conséquent. On est un peu trop nombreux. Donc il y a des joueurs qu'on doit faire partir parce qu'ils n'ont pas de projet sportif chez nous ou qui sont mécontents pour plein de raisons. Il y a peut-être un ou deux joueurs qu'on va devoir vendre parce qu'il y aura des offres qui vont permettre au club de survivre financièrement. Et malgré ça, il va falloir faire une équipe qui tienne la route pour la deuxième partie de saison. Donc l'équation n'est pas toujours simple. On a souvent mal à la tête. Mais on a la chance d'avoir des jeunes joueurs à fort potentiel. Vous avez parlé de Simon Ngoura, on a Antoine, qui est là cette année encore avec nous, même s'il a signé à part. On a Ilyes, Ousni. On a Issa Soumaré qui est en train d'arriver petit à petit, sur qui on avait misé il y a quelques mois maintenant. Josué Casimir qui a mis son premier but, qui est capable de jouer différents postes. Et puis derrière, sur la formation, on a 2-3 jeunes à fort potentiel. On a le retour d'Élisée Logbo, qui va reprendre ce week-end son premier match depuis 9 mois après les croisés, donc qui va arriver en deuxième partie de saison. C'est une question qu'on nous pose sur le chat d'ailleurs, Mathieu. C'est quoi la future pépite là, du centre de formation Havraise? S'il y a un joueur qu'on va voir éclore ces prochaines semaines, ces prochains mois, ce serait lequel? C'est compliqué de dire pépite. Et je ne suis pas adepte de ça, vous savez, le phénomène du foot, le crack, la pépite. On a des très bons joueurs, des bons joueurs. Et en fait, vous vous rendez compte quand vous êtes dans un club qu'en 3 mois, 6 mois, il y a des joueurs qui avancent très bien, qui avancent plus vite que d'autres, qui rattrapent certains joueurs, d'autres qui stagnent, d'autres qui ont des problèmes. On a quelques bons jeunes qui s'entraînent avec les pros régulièrement, qui n'étaient pas sur les photos qu'on a vues, que ce soit Guino El Zohri, 2007, Darren Mosengo, 2006, milieu de terrain, Isma Bouneb, 2006. On a récupéré avant l'ancienne cet été. C'est les prochains joueurs qui vont petit à petit rentrer dans une rotation de groupe, et j'espère avoir un peu de temps de jeu. Puis après, il y a d'autres jeunes joueurs qui vont arriver, qui ont déjà fait des matchs amicaux avec nous notamment, qui vont arriver en cours de saison, la saison prochaine. Mathieu, on a vu donc... On a disséqué un petit peu tout ton travail de directeur sportif. On t'a demandé également de nous préparer ton 11 de rêve. Si tu avais des moyens illimités pour recruter avec le hack, on va regarder quel joueur tu aurais choisi. Ça aurait fait une sacrée affluence d'ailleurs, je pense, au Stade Océane. On va commencer évidemment avec le 11. On y va, Axel. Tu vas pouvoir nous proposer donc le 11 de Mathieu Bodmer. Si tu avais eu un budget limité, tu nous expliques Mike Maignan dans le but. Parce que Mike, aujourd'hui, je trouve que c'est un des meilleurs gardiens au monde, si ce n'est le meilleur. Et il joue au pied. Prestance, personnalité, leadership. Alors on est quasiment sur la défense de l'équipe de France. Si on les met en concurrence avec Dayo Upamecano.
Mais je pense qu'avec Konaté, Saliba et Mike Maignan derrière, on pouvait dormir tranquille. Rodri, tu nous en as parlé. Il y a des joueurs, De Bruyne, ça paraît logique. Tiens, tu as préféré Kane à Haaland. Au départ, tu nous avais dit Erling Haaland et finalement, tu as choisi Harry Kane. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis dit que j'avais peut-être besoin d'un mec qui décroche, étant donné qu'il y avait Dembélé et Yamal qui sont capables de finir les actions et de faire du 1 contre 1. Dembélé peut finir les actions ? T'es sûr ? Ouais, certain. Et jamais je critiquais Ousmane Dembélé parce que j'étais son président, donc je peux pas. J'ai un droit de veto. Mais ils sont dans la création d'actions. Haaland, c'est vraiment la finition. Et Ken, il participe au jeu. Et j'aime beaucoup ce qu'il propose entre les lignes. Et là, je pense qu'avec Gravenberch, De Bruyne, Rodri, je pense qu'on a une équipe qui joue au foot quand même. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et pourquoi Ferland Mendy, Mathieu ? Clin d'œil parce que je l'aime beaucoup. Je le connais bien. Ouais. Formé au club. Qui a été formé au RAC. Et que, en fait, le garçon, ça fait quand même aujourd'hui, je crois que c'est sa 5e saison, où il est titulaire au Real Madrid. Et que dans les arrières-gauches de haut niveau, en fait, c'est un joueur, je pense, qui est un peu sous-coté. Et que dans l'histoire du Real, il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont joué 5 ans tous les matchs. C'est vrai. Mathieu, pour info, cette équipe-là que tu viens de composer, elle coûte, selon Transfermarkt, toujours, 770 millions d'euros. Donc, il va falloir demander une petite rallonge au président, je pense. Là, il faut joindre la ville. Là. C'est à Édouard Philippe qu'il faut s'adresser. Non, mais il y a De Bruyne, il est en fin de contrat, non ? Oui, c'est ça, à la fin de la saison, là. Voilà, déjà, c'est ça d'économiser. C'est Football Manager, le truc. Et un mot sur Yamal, Mathieu, parce que certains le considèrent comme la future star du foot mondial, l'héritier de Messi, de Cristiano Ronaldo. T'es d'accord avec ça ? Tu le vois aller jusqu'où ? Je pense qu'il n'a pas de limite, le garçon. La maturité qu'il a dans son jeu, l'exigence, il est déjà décisif. À cet âge-là, souvent, vous avez des bons joueurs, des jeunes joueurs qui sont très performants, mais ils ne sont pas tous décisifs. Il a déjà gagné 1 euro. C'est pas négligeable. Maintenant, j'espère que les jeunes joueurs ne vont pas penser qu'ils sont tous Lamine Yamal. Donc les entourages, je pense que en fait, à 16 ou 17 ans, jouer à Barcelone et gagner l'euro, c'est normal. C'est une exception, comme Mbappé est une exception en France. Mais que ces gens-là, il y en a un tous les 10 ans ou les 20 ans. Bon, ça c'est le budget donc illimité, le 11 de Mathieu Bodmer. Toi, en tant que directeur sportif avec le HAC, c'est quoi ton meilleur coup ? Bonne question. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs pour diverses raisons. Andrayou, j'aime beaucoup parce que c'est Andrayou. Avoir Andrayou au Havre, c'est pas négligeable. Abdou Touré, je suis fan de l'état d'esprit du garçon et de son éthique de travail. Oussama Targaline ou Etienne Kinkoué, UT, international espoir là, depuis quelques semaines. Des garçons qui étaient en difficulté dans certains clubs, de les avoir relancés avec le staff. On est content. Yacine Keshta de l'avoir signé alors qu'il était en partance du club. Après, on a fait beaucoup d'erreurs aussi. Hein. Mais pour ramener un seul joueur, ça serait compliqué. Tous, ils ont une histoire. Il y a des gens qui nous ont aidé à monter en Ligue 2, pas de Ligue 2 à Ligue 1. Il y en a d'autres qui nous ont aidé à se maintenir. Il y en a pour qui ça se passe plus ou moins bien. Il y en a qui ont une importance dans le vestiaire, d'autres sur le terrain. Et encore une fois, c'est pas toujours quantifiable. Le plus dur, c'est de trouver l'alchimie entre tout le monde. Tout le monde cohabite, tout le monde a son importance dans le groupe. Mais dans l'ensemble, on est heureux de tous les joueurs qui sont passés au club. Et donc le plus gros raté, ce serait Miko Tadze ou tu as une autre Non, il y a Miko Tadze. Puis en Ligue 2, au mercato d'hiver, on était à 2 doigts de signer Tolou, un Rocco d'arrêt. Pour ceux qui connaissent un peu le championnat belge, qui est à Amiens, qui est le meilleur buteur de Belgique aujourd'hui, avec Genk. Ça, c'est pas fait pour pas grand-chose. Moi, j'avais une dernière question, Mathieu. Tu disais dans une interview que les gens ne pouvaient pas forcément imaginer, avec tous les joueurs avec lesquels tu parlais, notamment des grands noms, parce que c'est ce qui vous a été demandé, par exemple, pour Daler Kouzaïev. Est-ce que tu peux nous dire peut-être un nom ou le profil d'un grand joueur avec qui tu as discuté pour le faire signer au Havre ? C'est une bonne question. Ouais, j'en ai tenté, hein. J'ai pris des portes, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais je pars du principe qu'il faut tenter. Non, on a discuté avec Yann M'Vila il y a quelques mois. J'ai tenté ma chance en étant honnête, mais il m'a dit non directement, mais j'ai compris Edouard Mendy, quand il part de Chelsea avant d'aller en Arabie Saoudite, comme il est issu de la ville. Notamment, voilà, peut-être les plus connus, mais en fait, je tente, voilà, on tente. Comme pour Daler, dès qu'on a vu qu'il y a une opportunité, les gens m'ont dit c'est impossible. Je dis on ne sait jamais. Puis au final, signé, Andrayou, tout le monde m'a dit ouais, mais t'es tombé sur la tête, Andrayou, ça y est, ça ne marchera pas.
Il ne viendra pas. André, il aime l'argent, il aime ceci, il aime cela. Et puis, au final, il est venu pour un des salaires les plus petits de l'effectif. Il nous a rendu beaucoup de services, il nous rend toujours beaucoup de services. Voilà, nous, on part du principe que, en fait, tout est possible. On présente notre projet, on veut juste qu'on nous écoute. Et ça t'a aidé, Mathieu, ton passif de consultant, justement, pour essayer de mettre en place peut-être des relations de recrutement, puisque tu étais bord terrain notamment, tu as vu beaucoup de monde pendant tes périodes en tant que consultant, que ce soit chez RMC ou chez Mediapro, non? Un peu, quelques contacts, mais c'est surtout, en étant honnête, le passé d'ancien joueur. Ouais, dans tes connaissances, dans tous les gens que tu as côtoyés dans ta carrière, quoi. Parce que j'ai fait beaucoup de clubs, on l'a dit au début de l'émission. Surtout Guingamp. Longtemps, surtout Guingamp. Et voilà, j'ai côtoyé beaucoup de gens. Et j'ai beaucoup d'anciens partenaires aujourd'hui ou de gens que j'ai côtoyés qui sont soit dans des clubs, soit conseillers de joueurs, recruteurs, peu importe, ou simples connaissances qui connaissent quelqu'un d'autre. Donc ça va plus vite, ça m'aide beaucoup. Tu l'as dit, tu es passé donc par de nombreux clubs comme joueur. Ton transfert le plus dingue, le plus rocambolesque à l'époque où tu étais joueur, c'est lequel? Moi, j'ai eu tous les transferts, celui facile et celui dur. Je dirais quand même celui où, quand je suis parti à Saint-Etienne, dernier jour du Mercato, j'ai signé à 23h54 pour minuit, pour être prêté quelques mois. C'était pas prévu. Ouais, c'était pas prévu, raconte. J'avais un petit différent avec Leonardo à l'époque. C'est quoi le différent avec Leonardo? Non, ça restera entre lui et moi, mais on n'était pas d'accord sur un truc et ça a été un peu compliqué. J'ai été un peu loin dans mes propos, mais je les assume et j'ai pas de souci. Comme dirait l'autre, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais ils m'ont mis au vert. Ils m'ont mis au vert quelques mois, ce qui m'a fait le plus grand bien, en étant honnête. Et j'ai eu la chance de découvrir un grand club français, des top joueurs, et de gagner une Coupe de la Ligue avec un club mythique. Il s'est passé quoi concrètement? Non, tu peux pas nous en dire plus avec Leonardo, sérieux? Ah non, c'est embrouillé. Ouais, c'est embrouillé. C'est simple. Mais après, ce que je lui ai dit, je ne vais pas le répéter à l'antenne. Est-ce que tu considères que c'est le plus grand directeur sportif de l'histoire du PSG? Le plus grand directeur sportif? Non, je ne pense pas. Par contre, son premier passage a été extraordinaire. Il a fait des coups incroyables. Amener Thiago Silva et Ibrahimovic à Paris, personne n'y croyait. Il l'a fait. Marco Verratti, Marquinhos, il a fait des coups incroyables. Le deuxième, je n'ai pas trop aimé. Mais le premier passage, même si je ne suis pas son plus grand fan, il a fait des coups incroyables quand même. Il a fait grandir le PSG, ça ne faut pas lui enlever. Tu as connu beaucoup de directeurs sportifs. Qu'est-ce que tu as appris chez les différents que tu as connus? Est-ce qu'il y en a un qui t'a vraiment étonné dans les négociations, qui t'a peut-être donné des conseils par la suite pour justement négocier des contrats? En fait, ce qui était un peu particulier, c'est que chaque club a son organisation. À Nice, c'était plutôt un DG qu'un directeur sportif. Presque le seul vrai directeur sportif que j'ai connu, hormis Leonardo, c'est John Williams à Amiens, qui faisait des transferts, qui a fait beaucoup de coups financièrement, qui a fait beaucoup d'argent, qui a fait gagner beaucoup d'argent au club. Parce qu'à Lyon, c'était Bernard Lacombe, c'était un conseiller du président. Après, il y avait Marino Facioli, puis il y avait Jean-Michel Aulas, il y avait plusieurs personnes qui négociaient. Et à Paris, c'était Alain Roche. Il y a Alain Roche qui faisait directeur sportif quand moi je suis arrivé, puis après Leonardo. Mais il y a beaucoup de clubs où il n'y avait pas réellement ce poste-là. C'était des fois manager. À Lille, c'était plutôt Claude Puel qui faisait coach et manager du club, ce qu'il a fait aussi après à Lyon et à Nice. Il n'y avait pas une personne tout le temps dédiée vraiment au poste que j'occupe aujourd'hui. Et non, John Williams, très très bon dans la négociation, capable d'investir sur des joueurs inconnus qui venaient de Lituanie, de faire des montages financiers avec des prêts avec option d'achat, de revendre le mec avant qu'il ait signé. Tout à l'heure, je parlais de Tolou, il avait acheté 2,5 millions, il a revendu 5 ou 6 millions. Voilà, financièrement, ils ont su faire des coups. Il avait pris Guirassy, je crois, 5-6 millions à l'époque sur un prêt à Cologne à lever. Il a revendu 13 ou 14 millions. Tanguy Ndombele, bon, voilà. Sur un petit club à l'échelle française, Amiens, ils ont fait des belles choses. Sur le chat, Rajou nous demande le club que tu regrettes d'avoir choisi ou dans lequel... Aucun. Aucun ? Aucun.
Aucun. J'ai passé des moments top dans tous les clubs où j'ai été, plein de raisons différentes. Et j'ai toujours appris et apprécié la relation avec les gens. Il y a toujours des bonnes personnes dans un club. Et tous mes passages m'ont servi. Il y en a où ça s'est mieux passé que d'autres. Ça, c'est la vie d'un sportif. Mais franchement, tous les clubs, c'était top. Et le club dans lequel tu as failli signer et ça s'est pas fait? Aucun. Partout où je devais signer, j'ai signé quasiment. Alors le PSG, ça a mis 20 ans. Mais j'ai réussi à y aller. Et puis le reste, non, ça s'est fait. Franchement, ça s'est fait. Après, tu auras toujours les mecs qui diront ouais, mais à l'étranger, ouais, j'ai eu des sollicitations, mais j'ai jamais eu la proposition fantastique d'un grand club européen. Et quand on se remet dans le contexte, à l'époque, Lyon était un des plus grands clubs européens. Mathieu, maintenant que tu es directeur sportif, est-ce que tu aurais aimé avoir un Mathieu Bodmer joueur dans ton effectif et comment tu l'aurais géré du coup, surtout au niveau des négociations? Surtout pas. Surtout pas. Ah non, surtout pas. Non, j'en parlais hier encore. Mathieu Bodmer, directeur sportif, il aurait détesté le joueur. Impossible. Par rapport à quoi? Impossible. Parce que j'étais un casse-couille. Moi, j'étais le mec chiant, le mec qui dit ouais, mais l'entraînement, pourquoi tu fais un 4-4, pourquoi tu fais pas un 5-5, le terrain doit être plus grand, plus petit, le 9h30, c'est 9h30, t'es arrivé sur le terrain 31, je m'entraîne pas. Les primes, ça doit être comme ça, il faut faire ci. Et puis, j'ai pas envie de courir, et puis la muscu, ça me saoule, et puis ça, et puis ci. Et en fait, tout ce que j'explique aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais l'avantage, c'est de leur dire voilà, moi, j'étais un bon joueur de foot, mais il n'y a personne qui a réussi à me convaincre de faire des choses au-dessus, parce que j'étais un peu têtu. Mais je vais essayer de vous convaincre quand même, parce que je pense que vous pouvez le faire. Mais non, à gérer, c'était compliqué. Franchement, c'était compliqué des fois. Bon, pour finir, Mathieu, pour te remercier, on t'a demandé aussi le meilleur 11, les meilleurs joueurs avec qui tu as évolué durant ta carrière. Là aussi, on sent qu'il y a de l'affectif. Hein. Nicolas Duchesne dans le but, Bernard Mendy arrière droit. Ah, attention, grande carrière. Hein. Nico, on l'adore aussi. Mais Nico, il est top gardien, Nico. Oui, bien sûr. Top gardien, Bernard. Bon joueur de foot. Non, je rigole. Là, Bernard, c'est mon gars, je suis obligé, c'est mon frérot. Mais vraie carrière quand même. Pas toujours simple, mais ce que j'ai aimé dans sa carrière, c'est que même quand c'était compliqué, il n'a jamais lâché. Et dans l'adversité, il a toujours été bon. Bon, après, Thiago Silva, il n'y a pas besoin de. Je pense que c'est un des meilleurs défenseurs que j'ai vu de toute ma vie. Avec Abidal, joueur fantastique. Maxwell, incroyable. Et après, les autres, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur Kader Keita, qu'est-ce qui t'a marqué chez lui? Joueur fantastique. Kader Keita, joueur incroyable. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec lui à Lyon et à Lille, et surtout à Lille, on va dire. Kader, tu lui donnais le ballon, puis tu allais devant le but et il faisait tout le travail. Quand il était en feu, c'était fantastique à regarder, comme Jérém, Menez. C'était des artistes capables de dribbler 3 joueurs sur 2 mètres, avec une puissance, une technique. Non, Kader, top joueur et top mec. Puis après, les deux de devant, voilà. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur Zlatan que tu peux nous raconter d'ailleurs, Mathieu? Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur Zlatan? Que c'est un top mec. Mais je pense que je l'ai déjà dit, j'ai déjà répété. Moi, je m'entendais très bien avec lui. Hormis le joueur de foot, et ça, il n'y a même pas de discussion possible sur le talent du joueur et sa capacité pour un joueur quasiment de 2 mètres, 100 kilos, les appuis qu'il avait, la fréquence, la technique, la souplesse aussi. C'est que c'était un mec qui pensait d'abord à l'équipe. Alors, tout le monde a l'impression que Zlatan pensait d'abord à Zlatan. En fait, il pensait beaucoup aux autres joueurs et au quotidien de tout le monde, en fait. Et que dans un vestiaire et dans un club, c'est l'arrivée de Zlatan, de Thiago notamment, qu'on fait que le PSG a changé de dimension. C'est pas que l'arrivée de top joueurs, mais ils ont fait passer sur tous les détails au quotidien, des petites choses, que le club a passé des paliers très très rapidement, en fait. Tu détruis la Ligue 1 avec cette équipe-là? Ouais, je pense qu'on n'est pas trop mal normalement. Ouais. Je pense que ça va être facile. Tu finis le match. Une dernière question, Mathieu, avant de te remercier. C'est Rayous qui nous dit, est-ce que tu peux nous citer le club qui travaille le mieux en Ligue 1, selon toi? Ça dépend ce que tu appelles travailler le mieux. J'aime bien ce que fait Reims. Sur la formation, sur le développement et la structuration d'un club, un centre d'entraînement, un centre de formation. Dans une ville de taille moyenne avec des moyens qui sont parfois limités par rapport à d'autres. J'aime ce que fait Monaco ces derniers temps aussi. Tu vois l'équipe de Youstik qu'ils ont, là, il y a quelques joueurs qui sont sympas. Quand tu vois Ben Seguir et un Kriouche mettre des top buts, jouer ensemble, c'est des produits de la formation. C'est sur le recrutement, une façon de jouer et des profils. Quand je vois Singo derrière le prix qu'ils ont payé, le joueur que c'est par exemple, je me dis que c'est plutôt un bon coup.
avoir des opportunités comme Iline Kena, là, jeune joueur encore en développement, de payer, c'est un pari. Une philosophie de jeu avec un entraîneur qui a une façon de jouer qui ne déroge pas, ça donne souvent du spectacle quand même, parce qu'ils sont très très ouverts, eux, avec des profils de joueurs. Non, il y a plein de clubs qui travaillent bien. D'autres qui travaillent moins bien aussi. Tu penses à qui? Mais non, tu vois, par exemple, tu as eu Lens depuis sa remontée de Ligue 2 il y a quelques années, qui a très très bien travaillé. Il ne faut pas oublier que Lens, il monte l'année du Covid, donc 2020, et qu'ils ont fait la Champions League, qu'ils ont sorti des joueurs, qu'ils ont acheté des joueurs, qu'ils ont une équipe aujourd'hui qui tient la route, que le stade est plein, qu'il y a quelque chose, quoi. Et ça, c'est des exemples pour nous, parce qu'il y a des gens qui ont bien travaillé dans ce club-là. Bon, tu as reçu une notif, il faut qu'on te libère. Merci beaucoup, Mathieu. Pas de souci, merci à vous. Merci Mathieu, merci beaucoup. On a passé un super moment avec toi, merci beaucoup pour ta disponibilité. On a appris plein de choses sur la direction sportive d'un club. Ce sera la promesse, les gars, ce sera la promesse d'RMC Mercato. La semaine prochaine, on aura un recruteur, un scout. Valère Laurent, scout en Allemagne, scout français, donc il nous expliquera un petit peu ses différentes méthodes, comment il travaille et comment sont perçus les Français, les jeunes Français en Allemagne. Et dans 2 semaines, on aura Eric Elie, formateur notamment d'Ibou Konaté, Marcus Thuram à Sochaux, d'autres joueurs évidemment à Lyon. On apprendra plein de choses évidemment avec lui. Et puis on aura un gros mois de janvier les garçons, parce qu'avec le mercato d'hiver, on aura plein d'histoires à raconter, plein de dessous du mercato à analyser. Évidemment, rendez-vous jeudi, donc jeudi prochain à 13h. C'est en direct et en live, on vous le rappelle, sur la chaîne Twitch d'RMC Sport. Merci au chat d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous jeudi prochain 13h. L'émission est à retrouver également en replay sur la chaîne YouTube de RMC Sport. N'oubliez pas les autres rendez-vous sur la chaîne Twitch de RMC Sport. Le RMC Sport Club, c'est le lundi à 19h. Le mardi à 19h, on a le RMC Poker Challenge. Et puis demain, soyez là dès 13h30 parce qu'il y a du One avec le français Sami Sana. Et puis on a un gros week-end aussi de MMA avec les préliminaires de l'AEC 10, les préliminaires du COF 10 également. Ce sera tout ce week-end sur la chaîne Twitch et puis la carte principale également sur RMC Sport. Salut les amis. Salut. Merci beaucoup. Et puis à jeudi prochain, 13h. Ciao.